22 ou 28 maintenant, c'était pas mal genre pyjama, puis tout le temps un qui est genre magané sur le track. Ça a permis de relaxer aussi, puis de pas avoir un base de fou dans les vacances. Non, au moins, là. Ouais, toi, ça disait quoi? Bien relax, écoute, beaucoup de mises à jour. On avait beaucoup de projets, je te dirais, en fin d'année qui étaient comme pending, puis des choses comme ça. Fait que, tu sais, moi, je me suis quand même reposé, ma conjointe travaillant de Noël puis jour de l'an. Fait que c'est sûr que tu m'as profité pour, tu sais, dépoussiérer une couple de choses, peut-être prendre des meilleures habitudes de vie. 2022 a été assez rock'n'roll, je te dirais, là. Ouais. Par rapport à ça, là, j'avais peut-être pris des mauvais plis, là, un petit peu à droite puis à gauche, fait que j'ai essayé d'améliorer ça, là, puis là, je suis comme parti sur une bonne lancée, là, tu sais, l'entraînement, l'alimentation, tout ça, tu sais, je me suis comme vraiment remis au diapason parce que je pense que 2023 va être complètement fou, là, en termes d'opportunités de travail et tout ça, fait que, tu sais, quand même vu pas mal la famille, tout ça, ça faisait un petit moment, fait que ça fait du bien, là, de se ressourcer un petit peu dans l'environnement immédiat, ça faisait vraiment longtemps pour moi que j'avais comme pas vu toute ma famille. C'est bon, hein. C'est bon que tu prennes le temps quand même de placer un peu l'équilibre là-dedans avant de repartir sur un autre stretch, parce que sinon tu... Eh oui. Tu vas juste respirer un peu. Mais moi, je me suis donné... J'avais un peu qui fait des résolutions, mais moi aussi, je me suis un peu plus craqué niveau trading. Mais j'avais pris le deck hockey l'année passée, fait que déjà, ça, ça m'a trouvé un peu de poumon par rapport aux 3-4 années d'avant. J'avais rien fait, là. J'ai couru un demi l'automne passé, j'ai vraiment trippé. Ok, solide. Je me suis inscrit à un demi et un marathon en fin d'année cette année. Fait que on essaie de faire la machine. Fait que je suis pas un coureur, je suis pas du tout un gars qui a un gros background. Dans le fond, je suis pas guéri pas en tout pour faire un marathon. J'ai comme genre 40 semaines pour 20 pour être prêt pour un autre demi, l'autre 20 pour le marathon prochain. Fait que nécessairement, ça amène toutes sortes. Ben oui. C'est comme un cercle vertueux, dans le fond. Tu veux pas trop manger parce que tu cours à soir, tu fais un peu plus attention, tu penses à tes affaires, tu vois plus d'eau. C'est comme... Moi, c'est le même, je te dis, genre, commit, figure it out. Je clique, puis après ça, le reste va être juste positif, dans le fond. Ben oui. Fait que c'est ça. C'est ça mon plus gros challenge. OK, nice. Puis, écoute, si on passe un petit peu au projet. Je suis un petit peu curieux du processus. Puis après ça, même si on est enregistré, j'ai des informations à te partager off the record que je pense que tu vas trouver que je suis un bon enquêteur aussi. Regarde, Joe, il me dit dans 3 minutes. OK. 4 minutes, ça rentre de garderie. Parfait. Il n'y a pas de stress, je comprends ça. Fait que de toute façon, je vais attendre pour le croustillant pour des informations. Mais pour ton information, c'est ça, dans le fond, étant donné dans l'année passée, on a commencé à être excessivement actifs dans le développement de terrain, des choses comme ça. Je te dirais que on a beaucoup de tentacules qui nous feed de terrain, qui nous feed d'informations, qui nous feed de veille stratégique. C'est pour ça que je faisais un petit peu allusion à as-tu un rapport, admettons, d'évaluation, un rapport un petit peu de taux d'absorption du secteur. C'est sûr que toi, tu es un gars local. Fait que tu sais que si tu fais, mettons, 8 plex en 2024, mettons, tu sais que tu vas être capable de toutes les louer parce que, tu sais, il y a juste pas d'offre locative dans le secteur. C'est à peu près un des seuls projets de Laurier Station. Fait que, tu sais, toute cette veille stratégique-là, tu la connais quand même déjà très, très bien, étant du secteur, tu sais. Fait que ça, c'est intéressant. Moi, par contre, tu sais, j'ai réussi à aller pas mal te chercher des informations comme, tu sais, justement, le prix de la promesse d'achat accepté. Ensuite de ça aussi, tu sais, les conditions qui sont liées à ça. Vérification diligente. Tu sais, j'ai pas les délais exacts, mais tu sais, j'ai un ordre de grandeur. Il y a un dépôt qui a été mis aussi par rapport à ça, qui est non remboursable. Qui, personnellement, moi, je conseille jamais de faire ça. Un dépôt non remboursable, c'est un peu se tirer une balle dans le pied, mais tu sais, il y a des façons d'être créatif et d'exciter quand même les vendeurs. Tu sais, tu mets-tu un plus gros dépôt, tu laisses enfiler au commis puis il devient non remboursable quand tu lèves toutes tes clauses. Tu sais, ça se fait beaucoup dans le terrain. Tu sais, c'est un petit peu ça aussi. Tu sais, je vais explorer avec toi puis Joe. Tu sais, je sais que vous faites le développement de terrain, le challenge cette semaine. Vous avez beaucoup d'informations. Vous avez, mettons, tu sais, comme, tu sais, vous êtes primé à aller chercher du terrain. C'est juste de voir un peu, tu sais, vous êtes où dans le niveau de terrain. Moi,
J'ai relevé les aspects positifs puis négatifs du site. Un petit peu les recommandations, qu'est-ce que j'irais poser à la ville. J'ai fait un petit peu des études, pas des études, mais j'ai regardé ce que vous aviez comme documentation, connaissant un peu de David, puis tout ça. Je connais une couple de professionnels des études que tu m'as envoyées. Fait que ça Paris Plus, dans le fond, la firme qui fait la modification du... pas la modification du zonage, mais la présentation du plan et tout ça. Moi, je connais Marc-André, puis je fais affaire avec eux déjà. Fait que je sais que c'est une bonne firme. Notre demande de modification du zonage, dans le fond, à Saint-Constant, est faite par Paris Plus. Puis on a quand même un terrain pour 4 étages, 300 logements. Puis on a fait une demande de modification réglementaire pour aller jusqu'à 12 étages, 536 logements. Fait que c'est un 60 pages assez pesant, assez imposant, mais c'est toutes des choses comme ça que premier point, de toute façon, on va pouvoir le dire avec Joe, mais les professionnels qui sont à l'étude, puis c'est pas le cas de tous les vendeurs en passant, là, il y a bien des terrains, là, parce que je suis dans une autre affaire, puis c'est une phase environnementale, puis tu reçois le certificat de localisation une fois que tu as une promesse d'achat signée. C'est un peu dossier quand même étoffé, comme tu dis, assurément parce qu'il y a David dedans, que ce soit comme courtier comme investisseur aussi, là, je sais pas la formule, mais il était quand même, je sais pas s'il était déjà pré-marché, monté dans le mouvement, ou s'il y a un contexte qui s'est présenté, parce que ce que je comprends, ça fait à peine 6 mois qu'il est... C'est une revente. de code dernier, fait. Ouais. C'est une revente pure. Il n'y a jamais eu... Aussi rapide, ça a l'air de ça. C'est ça, c'est une revente pure. Ça arrive souvent dans le terrain. Comme nous, l'année passée, on a vendu un terrain justement sur promesse d'achat. Il y en a un autre que là, ça va être probablement la même chose. L'optique est déjà là. Il y a un changement de zonage qui est en cours. Ça arrive souvent que les gars vont comme rouler sa promesse d'achat pendant un an, puis ils vont soit changer de zonage pendant qu'ils sont sur la promesse d'achat, puis la revendre avec un fort profit, ou ce qui va se passer aussi, c'est que une fois que tu as montré la preuve de fond, tout ça, tu peux étirer les délais conditionnels au changement de zonage. Ça se fait de moins en moins parce que les villes prennent de plus en plus de temps, mais on le voit beaucoup. Là. Surtout en 2023, on va avoir des offres. Le challenge que vous faites, j'imagine, j'y assiste pas, fait que je le sais pas, mais il va y avoir de belles opportunités dans le terrain. Selon moi, il y a des terrains qui vont baisser. Puis c'est un peu... c'est là que je vais vous amener tantôt avec ce projet-là. Je trouve le projet super beau. Je sais pas la viabilité financière de ce projet-là à court terme. Ben honnêtement. Là. Avec les coûts de construction et tout ça, j'ai vu votre prix de 145 du pied carré justement pour la construction. Nous, on était plus à 160, 165 dans le secteur ici, mais de l'autre côté, quand j'ai vu votre soumission à 2990 pour les infrastructures, là, 2990 du mètre, nous, on était plus à 3500. Fait que, il y a une disparité de coûts que, j'ai l'impression que construire à Laurier Station doit coûter peut-être un 15-20% de moins que ça arrive sur de Montréal. Je pense, là. Ouais. Fait que, il y a cette disparité-là aussi. J'analyse un petit peu. C'est ça que je travaille avec la documentation fournie. Oui, c'est ça. Il n'y a pas la chance que ça soit nécessairement mon monde. Non, c'est ça. Les intervenants qui est passé au travers, qui a fait des discussions. Peut-être que je ne t'avais pas mentionné, on va dire que c'était un grain de sable dans le projet, mais ce que David me dit, c'est que c'était prévu avec des infrastructures pour faire des trottoirs, mais que c'est pas exigé à la ville de Laurier. Donc, comme un buffer de trottoir dans la soumission 1900 qui est pas à faire maintenant. Est-ce que c'est intéressant de faire pareil? Je ne sais pas parce qu'elle réservait les... Oh oui, je comprends. C'est parce que je pense que d'autres habitudes travaillent avec cette formule-là, mais comme c'est beaucoup de municipalité, c'est ça. C'est pas exigé. Je pense que le gros plus de ce projet-là, c'est dans l'écosystème actuel. J'ai pas la veille stratégique que tu as. Mettons, si le terrain avait été pas loin, j'aurais été visité, puis probablement je connaîtrais 100% la ville, mais
j'ai pas l'impression qu'il y a énormément de développement à Laurier-Station, puis une ville qui a absolument soif d'avoir un projet. Vraiment, tu vois, je suis en train de penser quand même que j'aurais pu faire suivre aussi la belle que j'ai faite avec la ville. Bon, tu me diras peut-être qu'il n'y aurait pas d'enregistrement, mais t'enregistres. Puis, le gars de la ville, ça y tente en Moses. C'est ça. Il est vraiment partant là-dedans. Il veut que ça se passe. Comme il disait, bon, le secteur est là pour faire les infrastructures, permettre ça. Puis, ce qu'il disait, c'est que la ville voisine, je pense que c'est la ville voisine qui est la mienne, c'est à peau. Depuis 5 ans, ils ont swing, eux l'ont vu. Ils veulent prendre la vague qui s'en vient par exemple dans leur ville. Ben oui. Fait que, dans le fond, ils sont plus ouverts. Ils sont vraiment. Puis, c'est parce que Laurier, c'est un spécial comme ville. Très industriel, vu que c'est sur le bord de l'autoroute. Ouais. Fait qu'il y a des relativement grosse industrie, très grosse, mais des bonnes PME. Ouais. Fait que ça attire énormément de travailleurs. main-d'œuvre qualifiée. Mais après ça, ça revient dans la ville. Est-ce que tu peux acheter c'est une vieille maison de 1940 de la rénover, parce qu'il y a un petit peu de nouveau développement qui s'en vient tranquillement, pas vite, plus vers la centre, vers le fleuve. Dans le milieu familial, mais dans le multi, c'est sec. Peu de trucs. Ouais, puis tu sais, honnêtement, à moins que tu fasses, que tu aies deux salaires de genre 60-70 000, l'accession à la propriété en ce moment est fucking difficile. Tu sais, je veux dire, achète une maison de, je sais pas moi, mettons qu'une maison neuve, c'est peut-être 400 000 là-bas, je sais pas, peut-être une maison de 400 000, tu sais, ça a pas l'air gros de même, mais tabarouette, pour se qualifier pour 400 000 aujourd'hui, c'est une maison de 700 000 il y a 1 an et demi. Un an. C'est clair. C'est rough, là, tu sais. Fait que t'arrives, puis toi, tu veux passer avec SCHL, t'as 20-25 000 $ de mise de fonds, faut que t'achètes des électros, puis tout ça. Oublie ça, là, t'es locataire pour une couple d'années, là. Fait que, tu sais, c'est là que tu tombes dans une formule intéressante où, tu sais, ton split de logement, tu sais, moi, je le trouve intéressant, c'est 4,5, 5,5. C'est un peu, j'ai regardé ce qui était disponible comme logement à louer à Saint-Apo puis à Laurier-Station. Pour vrai, j'en ai trouvé un d'un promoteur à Saint-Apollinaire qui loue des 4,5 à 1100 ou à 1000 à peu près, puis des 5,5 à 1100, 1200. Puis moi, je pense honnêtement que c'est le seul qui a comme pas encore loué, mais il va se louer par la force des choses. Puis, je pense que, je sais pas si c'est bien populaire dans votre secteur, mais nous, souvent, pour se différencier, ou dans des 4,5, 5,5 comme ça, des jeunes familles qui arrivent, whatever, c'est un budget sensible. J'imagine qu'une limite psychologique à peu près à 1 500$ par mois. Là, au-dessus de ça, d'après moi, à Laurier puis à Saint-Apo, dans un 5,5, tu t'en as pas. Là. Fait que, mettons, avec 5 électroménagers, un, tu te casses pas la tête. 2, chez JC Perrault, il y a des deals à genre 4 500$ pour 5 électro stainless. Tes murs sont pas tout poqués. Puis, il y a vraiment une sale demande pour ça. Là. Moi, je le vois, on l'offre dans nos immeubles, puis il y a vraiment une plus-value dans le neuf. J'essaie dans l'usager, c'est toujours comme si je veux pas être pogné avec des vieilles cochonneries refurbish, puis me faire chier avec des appels de locataires, mais dans le neuf, tu peux te permettre d'aller chercher justement là, des nouveaux logements. Fait que... Hey, j'aime ça! Faut-tu que j'aille chercher Mathieu dans le super. Salut Jonathan, ça va bien? Salut, toi? Ça va très bien, je te remercie. Hey, je passe un petit commentaire parce que je suis vraiment jaloux puis je vais installer ça dans mon bureau, mais vraiment beau mur arrière, j'imagine c'est du wood. Je fabrique. Ah, t'es sérieux? Ouais, Ok, c'est ton entreprise, Wood? Ouais, Woodco, c'est mon entreprise. Ok, nice. En tout cas, je vois des publicités sur mon Facebook des fois, puis parce que j'ai un beau mur qui s'en vient dans mon bureau, là, éventuellement, quand je vais avoir le temps de m'occuper de ça, puis que ma conjointe va arrêter de m'en parler. Viens vers moi pour vous changer notre ça, on va faire plaisir de t'aider pour ça. Excellent, Jonathan. Mais écoute, un gros merci. Ça, je parlais un petit peu avec Kev du projet. Écoute, peut-être si on fait juste peut-être un petit step back, de toute façon, j'ai rien dit de trop intense. T'es-tu parti juste Oui, c'est parti depuis le début, Kev, l'enregistrement. Nice. Rapido, juste... Oui, c'est ça, faire une petite présentation. Juste rapide, puis après on s'en remet dans le jeu.
5 minutes, c'est pas long. Deux, pour moi. Ouais, c'est ça. Long story. En fait, moi, je suis à Québec, j'étudie en architecture, donc je suis technologue. Puis, j'ai travaillé pour manufacturier pendant longtemps dans le domaine de l'acoustique du bâtiment, pendant une quinzaine d'années. Puis, je suis parti à mon compte. Maintenant, j'ai une entreprise depuis 5 ans, donc je suis consultant en acoustique du bâtiment. Ça fait 23 ans que je fais ça. Puis, je suis avec mon associé David là-dedans. Donc, on importe des produits de la Pologne, de partout en Europe. Puis, on a une entreprise qui s'appelle Coachco. Donc, on a avec deux autres associés du émission. Donc, on a starté ça sur 8 ans. Donc, on est spécialisé là-dedans au Québec. Puis, on travaille en Ontario, par le nord-est américain aussi. Donc, on travaille éducationnel, résidentiel. Puis, on travaille au l'acoustique, évidemment, là-dedans. Une formule qui est super le fun. Je suis aussi entrepreneur général. Donc, j'ai une entreprise qui s'appelle Custom Immobilier, dans un associé. Donc, majoritairement résidentiel. Donc, on va débuter la première phase cette année. Mais rénovation majeure. Donc, on ne fait pas des salles de bain, des trucs comme ça. On fait plus des rénovations majeures. Donc, ça fait quand même plusieurs années que je fais ça. Puis, j'ai une boîte d'architecture aussi qui s'appelle la Sève Architecture. Donc, avec une associée qui s'appelle Claudia. Donc, on est 5 personnes là-dedans. Moi, mon côté plus au management. Donc, le côté prod, je suis pas du tout là-dedans. Je suis plutôt impliqué. Donc, une boîte qui s'appelle la Sève Architecture, qui fait de très beaux projets résidentiels haut de gamme, uniques, avec signature. Donc, je suis pas mal dans le domaine immobilier, puis dans le domaine de la construction, puis les matériaux depuis belle lurette. Puis évidemment, ma femme, elle est courtière aussi, donc depuis près de 9 ans. Donc, ça nous amène évidemment à tout le temps là-dedans, faire de l'analyse, puis on tripe là-dedans, on parle tout le temps de ça. Donc, évidemment, les terrains, le développement immobilier, ces choses-là, c'est une chose qu'on caresse depuis très longtemps. Puis à un moment donné, l'idée là-dedans, c'est de partir de bâtir une équipe qui est autour de ça. L'idée, c'est pas d'avoir 12 comptes en 5 ans. Au moment où est-ce que tu sais que tu veux bâtir quelque chose, l'idée, c'est pas d'avoir le nombre de portes, c'est aussi de travailler des trucs à beau défi, puis des trucs qui ont une valeur. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on va travailler. Mais là, on est rendu à travailler le terrain. Kevin, je le connais à cause de Custom Immobilier, parce qu'un des projets que j'ai travaillé, c'était avec Cliff dans le passé. Donc, c'est ma femme qui m'avait fait rencontrer Kevin à ce moment-là. Avec Kev, ça a toujours, autant qu'on a eu certains défis sur le projet à ce moment-là, des fois, tu peux avoir, c'est positif, tout va bien, les talks sont faciles. Quand les affaires vont un peu moins bien, les talks sont souvent moins faciles. Mais à travers tout ça, on a été capable de garder vraiment un super beau face. Puis j'ai toujours aimé l'authenticité à Kevin. C'est un gars qui est brillant, c'est un gars qui a plusieurs cordes à son arc. Depuis plusieurs années, on se dit, regarde, un jour, on va faire quelque chose ensemble, on ne sait pas quoi, on sait pas quand ça va commencer, mais on va se faire quelque chose. On a fait des lunchs, décidé ça, à un moment donné, on s'est dit, j'ai lancé l'idée, directeur des acquisitions, à un moment donné, on faisait allusion à un gosse. Quelle blague, Oui, vous avez, Colin, vous avez un bon comparable avec une hyper-croissance dans le secteur assez fulgurante. C'est sûr que lui, il y a des capitaux derrière lui aussi qui lui ont permis de faire ça, mais tu sais, c'est un petit peu ça le développement de terrain aussi. Tu sais, c'est excessivement cash flow intensive au début, mais tu sais, moi, ce que je vois de ton profil, Jonathan, félicitations pour ça aussi, c'est que tu sais, t'as le chapeau, je pense, de multi-entrepreneur, de chapeauter plusieurs business. Puis de ce que je vois de ta personnalité, tu as quand même un petit côté là, artistique, tu sais, que je pense que tu viens nourrir à travers tes différentes business. Tu sais, je suis sûr que tes projets de rénovation majeurs, ben, tu sais, t'intègres un petit peu, dans le fond, ta vision, peut-être ton entreprise ou du coup, tu as ta femme aussi qui, en tout cas, si j'ai bien fait mes recherches, qui est pour Engel Évocaire, fait que, tu sais, automatiquement, ben, tu sais, dans une tranche de clientèle haut de gamme qui peut t'amener de la business, que tu peux lui référer des clients qui sont quand même fortunés, qui, à un moment donné, vont dire comme, hey, what's up, Joe, j'ai vu que tu as développé un terrain, pourquoi tu m'appelles pas, j'ai un petit 500 qui traîne, là, tu sais, ça va très, très vite, là. C'est le poignet, tu as un peu raison. Je veux dire d'entrepreneur, j'aime bien pogner des dots, puis m'emmener faire le link entre les dots, entre des gens ou entre des opportunités. Puis à un moment donné, le projet dont on parlait là, à un moment donné, c'est 21 bâtisses de 8 unités. Moi, j'ai de la façade extérieure que j'importe de la Pologne, que j'utilise dans les deux. J'en ai projet de 325 unités ici à Québec. On peut utiliser aussi en façade. J'ai un projet aussi de travailler du préfab, des préfab vraiment comme des pods, avec
quand même 18 ans que je travaille dans le domaine du préfère, puis je travaille beaucoup de manufacturier là-dedans. Mais t'es un truc un peu unique. Fait que essayer de blender justement certains matériaux que je broke au travail, parce que justement, c'est des matériaux qui sont plus durables, ont des avantages au niveau production, ont une efficience. Fait que oui, t'as un peu raison. C'est de pogner tous ces gars-là, d'essayer de merger tout ça. Il y a juste 5 ans, c'était tout plus distancé. Puis là, tranquillement, tout est en train de se moduler puis tout plus se rapprocher. Excellent. Ben super, écoute, un gros merci, Joe. Dans le fond, moi aussi, je vais faire un petit recap et on va rentrer dans le vif du sujet. Après ça, dans le fond, ben Kev puis moi, on s'est connus il y a quand même une couple d'années. Puis à chaque fois que je fais mon petit tour à Québec, je me fais un devoir de venir arrêter puis venir voir ces poules. Mais tout ça pour dire que j'ai acheté mon premier immeuble, dans le fond, à Sherbrooke en 2018 avec une partenaire. Et puis un petit set Non, moi je suis sur la rive sud de Montréal, dans le fond à Candiac. Happy Wife, Happy Life. Fait que finalement, c'est ça. Moi je viens de la rive nord de Montréal, puis déménager pour la femme. Et puis dans le fond, 2018, premier investissement immobilier. Moi j'ai un bac en marketing d'HEC Montréal. Fait que j'ai toujours un parcours plus développement des affaires corporatifs. Je voyageais beaucoup aux États-Unis, en Amérique du Nord, aussi un petit peu en Europe. Puis d'ailleurs, moi, j'ai travaillé aussi pour une compagnie du Témiscouata, Premier Tech, pour les Bélanger pendant quelques années. Fait que super belle business qui m'a permis aussi justement d'aller travailler beaucoup avec des gros chefs d'entreprise aux États-Unis. Owens Corning était mon plus gros client aussi. Là. C'était genre 20 millions de chiffre d'affaires par année, juste mon compte à moi. C'est drôle que tu parles de Premier Tech qui nous ont appris hier chez Costco parce qu'on t'a côté. Ouais. Avec Académie, c'est lui qui nous ont appris parce qu'ils ont des projets, puis ils ont travaillé avec Costco. C'est drôle que tu parles de Premier Tech. Oui, puis tu sais, si tu as la chance à un moment donné de rencontrer les Bélanger, dans le fond, qui sont les propriétaires d'entreprise, la femme du président Jean Bélanger, dans le fond, c'est elle qui design tous les bureaux Premier Tech à travers le monde. Fait qu'elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va chercher une signature pour Premier Tech. Puis dans le fond, c'est une entreprise qui est très forte au niveau du marketing. Fait qu'ils vont répliquer cette signature visuelle-là et cette signature-là de design partout à travers leur bureau. Je sais qu'ils ont beaucoup de bureaux à refaire parce qu'ils ont fait des acquisitions. Puis l'intégration, c'est pas faite. Fait que finalement, là, ils sont rendus à l'étape de tout transformer les bureaux qu'ils ont achetés avec une nouvelle signature. Puis c'est sûr que ton produit Woodsco serait... je suis sûr que tu as une entente demain matin pour 6-8 usines ou bureaux, c'est du monde qui encourage beaucoup le local. Fait que, bref. Exact. Fait que bien aimé Premier Tech. Fait que travailler là quand même quelques années aussi dans d'autres domaines. Travailler pour Hilti aussi dans les outils industriels, mon Dieu, quand il y a 7, 8, 9 ans. Fait que 2018, première acquisition d'un 7 logements, optimisation, après ça, acquisition d'un 12. Puis à un moment donné, j'ai eu en 2020 à peu près la piqûre du terrain, développement de terrain, tout ça. Acheter un terrain, c'était le premier terrain. C'était pour un 9 logements, maison à mettre à terre. Puis finalement, on a monté un beau petit 9 logements. On a loué ça super cher, vraiment un beau concept avec terrasse sur le toit, plancher en béton chauffant. En tout cas, un petit design un peu pas artistique, mais c'est comme un peu qui sortait d'ordinaire pour un 9 logements. Suite à ça, on a acheté un terrain de 142 000 pieds carrés à Saint-Hyacinthe pour faire 12 5-plex. Fait qu'on a comme optimisé le zonage par rapport à ça. Là, on est en train de faire les infrastructures. Première pété de terre à peu près 2 mois là, pour justement le merci pour le 5-plex. Puis en parallèle de tout ça aussi, on a toutes des promesses d'achat signées sur à peu près, écoute, prends-moi pas au mot, mais peut-être sur à peu près 20 millions de terrains sur la rive sud de Montréal. Pour un total d'à peu près, là, je te dirais peut-être 1500 logements. On a comme vraiment bifurqué rapidement du 6-plex, 9-plex à Colin, faire un projet 20 fois plus gros, c'est pas 20 fois plus difficile. C'est une structure qui est très différente au niveau des parts, du légal et tout ça. Il faut que tu aies des ententes blindées, tu as des gros investisseurs, tu te fais un petit peu violer au niveau des parts. Mais à la fin de la journée, c'est vraiment excitant. Comme j'ai un projet de 400 portes là, un autre de 150 là, un autre de 800 là, puis un autre de 450 là. Fait que c'est des projets qui sont vraiment qui sont structurants. Puis tu le vois que la ville, notamment que le projet qu'on va parler, t'es accueilli par la porte d'en avant. Quand tu as un projet de cette envergure-là,
c'est pas genre, on va changer le zonage, si on change le zonage pour combien de logements, tu sais. Puis c'est qu'est-ce que la ville a besoin de faire au niveau des infrastructures, puis tu sais, ils travaillent main dans la main. Il y a des villes qui sont très difficiles à travailler, puis il y en a qui sont très faciles à travailler. Il y a comme pas d'in-between, tu sais. Il y en a pas qui sont comme ambivalents ou autres, tu sais. Moi, on a nos villes sur une map, puis c'est comme là, on va pas là, tant qu'il n'y a pas de nouvelle administration, puis c'est comme là, on a un free pass. C'est genre, on reçoit un email, on est genre 3 promoteurs à recevoir l'email, puis WhatsApp, les gars, allez visiter ce secteur-là, là, on va changer le zonage dans 1 an. Tu sais, c'est un petit peu là qu'on est rendu. Fait qu'on a, je pense, une belle reconnaissance. On a de plus en plus des investisseurs intéressants aussi, tu sais, qui nous backent. Fait que, là, la roue commence à tourner, mais on est encore dans les frais très importants du développement de terrain. Puis, ça, c'est un des premiers points. Je ne sais pas si les deux, vous en aviez déjà fait ensemble ou même par vous-même, mais il y a quand même beaucoup de frais initiaux avant même d'avoir un potentiel projet dans le développement de terrain. C'est pas rare que ça va coûter jusqu'à 50, 60 000 et plus pour avoir toutes les études environnementales, biologiques, infrastructures et tout ça. Puis, dans le cas qui nous regarde pour le terrain de réalisation, ce qui est le fun, c'est que disclaimer, comme moi je l'ai dit à Kevin, je connais bien David, qui est le courtier qui est listé de PMML, le terrain. Et off the record, moi j'ai des informations que j'aimerais que vous garderiez pour vous, mais que je sais par rapport à votre compétiteur qui a fait une offre, par rapport à ça. Fait que je connais le terrain, je connais aussi l'historique du terrain, je connais pas mal aussi combien ça a été quasi même en termes de négociation, qu'est-ce qui peut être fait par rapport à ça. Le terrain est vraiment bon. Il y a des points positifs. Dans la macroéconomie actuelle, je vois quelques peut-être red flags par rapport au fait que je ne sais pas si les valeurs locatives sont rendues assez élevées pour justifier le coût de construction total et d'acquisition. Ça, c'est peut-être un point que moi j'avais soulevé par rapport à ça. Mais c'est juste pour renchérir sur votre compétition. Dans le fond, là, pendant le temps des fêtes, il y a eu de la négociation avec un autre joueur, je pense, qui est de Québec. Il y a eu une entente qui a été signée, comme vous le savez, là, acceptée lundi. Dimanche ou lundi par rapport à ça. Le prix, dans le fond, qui a été accepté par les vendeurs, c'est 2 millions. Pour ce terrain-là, avec un dépôt non remboursable. Je sais pas l'ampleur du dépôt, mais comme je disais à Kev, moi, quand je fais des offres dans le terrain, je fais toujours des dépôts en fidéicommis, parce que, je veux dire, un dépôt remboursable, un non remboursable, c'est à moins que tu sois sûr que le projet est approuvé au CCU, que tout est beau, que tout est canné, que tout est... tu laisses un dépôt non remboursable, mais moi, je laisse pas ça d'habitude. J'aime mieux laisser un plus gros dépôt, le mettre en fidéocommis, puis une fois que j'ai levé toutes les clauses puis les conditions de vérification diligente, ben là, il est non remboursable. Mais de toute façon, on passe au notaire dans 2, 3, 4, 5 mois, peu importe. C'est la première chose. Il m'a souligné aussi que la clause de vérification diligente qui avait été mise était quand même assez longue dans le temps. Je m'attends à un genre de 90 à 150 jours de vérification diligente. Ça, de toute façon, cette donnée-là, je pense que, probablement que GF, pourrait faire un petit suivi dans une couple de semaines avec David, puis lui dire, what's up, t'en es rendu où, y avait-tu une vérification diligente, on aimerait, les acheteurs sont sérieux, blablabla, blablabla, fait que, pour mettons, peut-être créer du momentum ou, aller chercher un petit peu plus pas de pression, mais juste faire un suivi par rapport à ça pour démontrer de l'intérêt. En passant, David ne sait pas du tout que je vous connais. Là, fait que ça c'est moi je garde vraiment ça confidentiel. Puis j'ai des informations par mes contacts que je veux pas brûler non plus aussi. Mais Kev, je veux dire, je le considère comme un chum depuis longtemps. Fait que je me dis, je trouverais ça plate que si l'autre promesse d'achat tombe, que vous arrivez à 2,2 millions. Puis dans le fond, vous avez laissé peut-être 250 000 sur la table, parce que maintenant que vous savez que c'est 2, ben peut-être que si ça tombe, vous arrivez à 1,8, puis ça va finir à 1,9. Fait que au moins, vous avez peut-être sauvé un petit peu plus par rapport au 2,5 qui est affiché. Fait que par souci de transparence, moi je trouvais ça important de faire une coupe d'appel, d'aller chercher l'information pour vous.
Merci d'avoir c'est un plaisir. Kinder surprise ce matin. C'est ça, exactement. On a sauvé 200 000 $. Mais c'est ça. Fait que, sinon, si on commence avec le terrain, moi, je vais t'envoyer aussi un fichier Excel Kev, j'ai fait un petit peu les coûts très, très high level. Oui, vas-y, Joe. Depuis tantôt, tu me parles que tu as commencé en 2018, tu parles au on. C'est qui ça? Oui, dans le fond, on est 4 partenaires total. C'est-à-dire qu'il y a un entrepreneur général. Dans le fond, il y a deux gars sur 4 qui sont des entrepreneurs généraux. Il y en a un autre qui va sortir bientôt, qui est un gars de finance, qu'on a comme gardé un petit peu dans l'ombre depuis la dernière année pour des raisons de non-compete et des affaires comme ça. Mais qui est une machine de finance. Fait que toutes les modélisations financières passent par lui. Des taux de rendement internes pour les investisseurs, des choses comme ça. Il y a un titre aussi d'analyste financier. C'est un gars qui a une maîtrise en finance, tout ça. Fait que, je dirais dans une équipe de développement de terrain, c'est vraiment important parce que juste au niveau de la levée de capitaux, des structures financières, c'est une société en commandite, c'est tout ça, ça va donner une crédibilité énorme. Fait que ça, c'est là où j'ai quand même beaucoup de projets avec ces personnes-là. Pour 2023, j'ai des plans de rester avec certaines de ces personnes-là, puis d'autres non, pour des raisons de travail à l'interne. Fait que moi, j'ai déjà des projets qui sont comme déjà sécurisés par rapport à ça. Fait que on est une équipe de 4 vraiment où on est complémentaires. Fait que moi, tout ce qui est, admettons, plus changement de zonage, je vais aller chercher aussi tout ce qui est au niveau de prospection. Je me fais souvent solliciter pour des opportunités dans le terrain. Juste, il y a 3-4 mois, j'ai été faire une tournée à Québec. J'ai vu pour 1 milliard de projets en développement qui sont comme pas annoncés. C'était absolument fou. Je me sentais comme vraiment un touriste dans votre ville. Mais j'ai vu 8 projets d'un des plus gros promoteurs. Puis c'est tous des projets, genre, c'est des terrains tellement bien placés, bien zonés. Puis lui, il est assis dessus, il les a payés comme comptant, puis il est comme, ouais, ça c'est 500 portes, ça c'est 200 portes. Là, on s'en va à Lévis, ça c'est 300 portes, ça c'est un 20 étages que je vais monter. Puis, fait que j'ai eu cette veille stratégique-là, j'ai eu un accès privilégié pendant genre 6 heures à Québec. Fait que, bref, on me sollicite quand même beaucoup pour des terrains de même. Mais oui, je parle toujours au on. Des gars comme Dalcon, mettons? Ouais, c'est ça. C'était pas lui, mais c'était un très, très gros, effectivement. Fait que c'est ça. Fait qu'on est 4 là-dedans. Puis pourquoi je parle au on? Pour moi, tout se fait en équipe. Jamais je serais en affaires tout seul. Mais je me rends compte que c'est important de choisir tes partenaires et d'avoir une vision alignée. Moi, j'ai une vision court, moyen, long terme. Puis je le dis tout le temps aussi, moi, personnellement, je suis pas là juste pour l'argent. Je gagnais très, très bien ma vie avant de faire l'immobilier. Puis c'est vraiment par passion. Quand je rentre dans une ville, puis je dis, j'aimerais ça densifier, mais le petit cours d'eau qui est ici, on va faire ça, on va faire un concept, admettons, avec des hamacs, des tables à pique-nique, des affaires de même. Puis là, la ville est comme, il n'y a jamais personne qui m'a proposé ça dans ma ville. Puis elle est comme, viens-t'en, on va densifier le terrain ensemble. On amène des idées un peu différentes. T'sais. Fait que, je vous dirais, votre terrain, moi, ce que j'ai trouvé la localisation vraiment intéressante. Adjacent à un parc, 2 sorties pour un accès véhiculaire. Ça a l'air con, mais moi, j'ai des problématiques en ce moment. Quand on fait des études de circulation, des choses comme ça, j'ai des projets en ce moment justement, le 400 logements, il y a juste une sortie, puis ça pose problème. Ça ressort dans l'étude de circulation, t'es pogné avec ça, puis t'es là. OK, là, il faut acheter une maison pour l'exproprier, ou il faut faire quelque chose, ou il faut acheter une parcelle de terrain ailleurs. Ça, vous n'avez pas à le faire. Vous avez déjà 2 accès véhiculaires. Fait que c'est vraiment positif. Le projet, il a été bien travaillé par les promoteurs en place aussi. Là. Ils ont fait affaire avec des bonnes firmes. Paris Plus, pour la modification réglementaire de zonage et tout ça. Moi, je fais personnellement affaire avec eux aussi. Marc-André Paré, le président. Paris Plus. Ça, c'est dans le fond, la documentation de modification de réglementaire que Kev m'a fait parvenir. C'est une bonne firme qui a quand même des beaux projets à son actif et tout ça. Fait
moi, je fais affaire avec eux sur une base régulière, fait que je sais que c'est du monde très, très sharp pour faire passer des changements et tout ça. J'ai vu que la ville était assoiffée d'avoir un projet. Ça, je pense que Kev, tu m'en as mentionné aussi à plusieurs reprises. C'est une ville qui t'as Saint-Apollinaire qui s'est comme développé énormément. Fait que Laurier Station, qui était comme le stop avant Québec pour nous, touristes de Montréal, je pense qu'ils ont comme cliqué qu'il y avait beaucoup d'industriels, puis que c'était comme, si t'as des emplois à 50, 60, 70 000 $, il faut peut-être que tu aies les personnes pour se loger à proximité aussi. Fait que ça, je pense que vous avez une bonne macroéconomie par rapport à ça. Ce que j'aime de ce projet-là aussi versus d'autres que je vois, c'est le fait qu'il y a 21 immeubles différents, entre guillemets. Donc, la gestion du cash flow et du taux d'absorption à travers le temps est intéressante. Tu sais, si vous m'aviez dit, mettons, Jean-Yves, on va pondre 2 fois 84 logements à Laurier Station, je vais dire, ouf, pas sûr que c'est une bonne idée, les boys. Je pense que, tu sais, vous êtes peut-être un peu trop haut. Fait que le fait d'avoir une gestion de cash flow à travers le temps est bonne. Comme j'ai dit à Kev aussi, des fois, il y a des... L'absorption, nous, on fait beaucoup affaire avec Altus. Si vous voulez aller dans le terrain ou autre, j'ai des bons contacts chez Altus aussi là, pour le terrain. Ils font des études. Des fois, ça prend juste 3 semaines. Ils sont vraiment, vraiment efficaces. Tu as ton taux d'absorption, tu as tes terrains qui se sont vendus comparables dans le secteur avec des zonages similaires ou équivalents. Puis ça, c'est vraiment des données stratégiques qui, dans le terrain, oui, tu connais ta compétition, mais à un moment donné, c'est comme, OK, c'est des hard facts, ça a été payé tant en 2021, ça, c'est ça. Puis, selon eux, mettons, le taux d'absorption va être de tant de logements par année. Fait que là, tu sais que, ton projet, il va peut-être prendre 3 ans. Tu vas peut-être en faire genre 8 par année ou 7 par année, ou tu vas en commencer 3. Là, tu vas voir, tu vas louer super cher parce que il y a un effet de rareté. Tu vas créer un wow avec ton marketing, ta mise en marché, agence 6, Graph Synergie, vous à Québec, blablabla. Puis là, genre, écoute, tu pètes tes valeurs locatives. Puis là, après ça, comme là, tu swings, puis là, tu roules ton projet. Là, tu mets la pédale sur l'accélérateur, tu sais. Parce que nous autres, c'est comme vous voyez aussi avec c'est ça. En ayant plus d'écoute, c'est qu'on a un benchmark rapide. C'est ça. D'un bord ou de l'autre. Exact. C'est ça pour les valeurs locatives, donc c'est ça pour le modèle, l'architecture. C'est pas l'architecture, c'est pas le choix. C'est ça. Mais ça donne ça aussi comme possibilité. C'est ça. Puis tu sais, ce qui est le fun dans votre projet, c'est monter un 8, tu marquais à peu près 1 450 000, je pense que tu es dedans à peu près 1,5. Ça prend à peu près 25% de cash down pour monter ça, plus une réserve de 10%. Fait que tu sais, ce qui est le fun dans le développement de terrain, c'est comme dans ce cas-là, c'est 2 millions d'acquisitions plus 1 million d'infrastructures. Puis tu sais, souvent, ce que les promoteurs font pour maximiser, entre guillemets, le rendement, soit ils vont chercher une balance de prix de vente. Dans ce cas-là, je suis pas tant sûr qu'ils vont en laisser une, pour être honnête. Ou, souvent, tu rentres avec un prêteur privé spécialisé en terrain. Puis, je sais pas si vous étiez au courant, mais vous, à Québec, vous avez un des plus gros prêteurs privés de terrain, qui est X2 Capital. Je sais pas si vous connaissez X2, vous pouvez le prendre en note, c'est Robert Giroux. Robert Giroux, bon, c'est ça. Fait que tu sais. C'est ça, exactement. Tu sais, je partagerai pas cette information-là avec tout le monde, mais tu sais, pour votre information, il y a quand même un fonds d'à peu près 400 millions, Robert. J'ai dîné avec Robert au Montego il y a déjà 2 ans pour ça. Bon, fait que tu vois que je dis pas n'importe quoi. Puis il en a financé beaucoup sur la rive sud de Montréal. Puis normalement, dans une économie normale, avec un terrain qui est bien zoné, comme celui-là, je pense que vous pouvez avoir un genre de financement à 75% du prix d'acquisition. Fait que vous payez 2, il vous finance 75. Puis normalement, là, vous êtes assez avancé dans les infrastructures pour rajouter la réserve d'infra. Fait que vous rajoutez 1 million par-dessus ça, vous êtes à 3 millions, et tu dis, fais-moi un bundle pendant, mettons, 12 mois, là, juste pour qu'on passe à travers l'acquisition et les infrastructures. Puis lui, il devrait être capable de financer 75% du montant total. Fait que tu as ton montant pour rentrer. Là, tu te fais une réserve d'intérêt, une réserve pour finaliser tes études. Puis après ça, quand tu es rendu avec infrastructure, tu refais ton évaluation agréée qui va être
probablement peut-être à 3,5 parce que là, t'es servicé, t'as tes infras, t'as passé au CCU, t'as ton permis de construction en main. Fait que là, t'as un projet concret. Fait qu'il y a un upside à ça. Là, tu te prends un refinancement, mettons, de terrain pour ça, pour 65%, mettons, de ratio pré-valeur avec une banque traditionnelle. Puis là, mettons, tu commences ton bridge de construction pour ton premier immeuble. Puis c'est là que tu mets ton gros marketing en place, puis tu roules la patente. Fait que, nous, c'est comme ça qu'on structure. C'est sûr, tu peux cacher le terrain, mais je verrais pas l'intérêt de cacher le terrain avec un gros terrain avec plusieurs petits immeubles. T'sais, l'avantage d'avoir des petits immeubles, c'est ton cash down initial. T'sais, si tu veux un 60 logements, ben 60 fois 300 000, 18 millions, tu aurais besoin de 5 millions. Fait que ça serait peut-être pas la même game. Fait que c'est un gros avantage de ce type de ce projet-là que moi je vois là, plusieurs phases. L'absorption, tu l'as dit, Kev, dans le secteur, je pense qu'elle serait excellente par rapport à ça. Vous avez la possibilité de vendre aussi quelques immeubles sur plan aussi si vous voulez créer de liquidité. Puis ça, je fais une parenthèse par rapport à ça. C'est pas sexy vendre des immeubles dans un projet parce que tout le monde a la vision de hey, ça c'est mon domaine. Ça là, je vais posséder tous les 21 immeubles, on va prendre le temps qu'il faut, mais dans la réalité, ça se peut que des fois tu fasses comme asti, OK, les taux d'intérêt sont élevés, des ci, des ça. Je vais revendre les 2-3 premiers, je vais créer du momentum, on va se créer, mettons, 200 000 $ par replex, qu'on va réinvestir dans le projet, puis finalement, ben, rendu à mi-chemin, on va sortir toutes nos billes, puis on va le réinvestir dans un autre projet parce que Asti Jeff Morin nous a trouvé un terrain de 400 portes à Lévis. Fait que, tu sais, ça peut être une option intéressante que moi, j'ai pas nécessairement dans mes autres projets, là, tu sais, parce que des fois, c'est des plus gros immeubles, puis là, tu sais, c'est sur un lot qui est pas séparé. Fait que ça devient plus difficile. Ça, c'était peut-être une autre question. Une parenthèse là-dessus, parce que David m'avait dit que de un, il était ouvert à une balance de vente. Ah, OK. De deux, il était très ouvert à racheter quelques en parlant de son client, comme tu disais, est-ce que c'est lui fait partie des investisseurs? Peu importe, mais le propriétaire actuel était partant de racheter quelques immeubles dans ce projet-là. OK. Fait que ça fait partie des équations. Intéressant. On a fini bâtiment, mettons, souvent on parle de 6 plutôt que de 8, que tu deviens comme une espèce de mi-sous-sol, si on veut. C'est quoi ton opinion là-dessus? Je te dirais qu'effectivement, par expérience, que je l'ai vu en ce moment même là, c'est sûr que mes rides jardin, c'est les moins populaires. Par contre, nous, ce qu'on a fait, c'est que les rides jardin ont quand même des plafonds de 9 pieds. Fait que on a comme triché un peu, tu sais, le reste de l'immeuble est en 8 pieds, mais ça, c'est en 9 pieds. Fait que, tu sais, si tu fais des rides jardins, moi, personnellement, j'essaierais de les faire en 9 pieds parce que t'enlèves un petit peu l'aspect de claustrophobie d'avoir des fenêtres moins hautes. Ça, c'est un gros plus. Puis d'ailleurs, moi, je le recommande à tout le monde. Les plafonds de 9 pieds, tu sais, il y en a encore qui font du 8. C'est bien correct. Oui, ça coûte plus cher du 9, mais tu sais, t'as un avantage concurrentiel. Tu rentres dans un 800 pieds carrés, il y a l'air de 950. Puis dans le 9, toutes les évaluations agréées que vous allez avoir, c'est tout le temps le taux locatif du pied carré. Tu sais, quand mettons on optimise ou autre, c'est comme OK, ici j'ai un 4,5, il va se trouver à peu près entre 1100 puis 1200, rénover, optimiser, tout ça. Quand tu tombes dans le 9, on tombe là 100% du pied carré. Fait que tu sais, c'est tout le temps des taux locatifs du pied carré. Fait que c'est sûr que ton 3,5 coûte plus cher à construire, mettons à 700 pieds carrés, parce que comme ton 5,5, ben, il y a une toilette, il y a une cuisine, il y a ci, il y a ça, la plomberie, là. Fait que, puis, à un moment donné, ben, tu sais, quand t'es rendu au 4,5, ben, c'est juste des divisions de murs, c'est juste ci, c'est juste ça, c'est juste du plancher, c'est, tes gros frais de base du logement sont là. Fait que ton 3,5 a un taux locatif beaucoup plus élevé, ton 4,5 est dégressif, puis ton 5,5, tu sais, je vois beaucoup de logements à 1300 pieds carrés, c'est le fun, c'est beau, mais, tu sais, ton taux locatif, il fait ça, genre, à partir de 1000 ou 1100, là, tu sais. Fait que ça, des fois, juste de faire les plafonds plus hauts, couper 100 pieds carrés, t'as quand même l'air plus grand que le voisin, mais tu sais, s'il est vraiment bien divisé, tu sais, des fois, il y a du pied carré perdu. Tu sais, des anciens builders, ils s'en torchaient, là, tu sais, ils sont bien capitalisés, ils font des immeubles, font du 1200, 1300 pieds carrés, mais à la fin de la journée, les chiffres, là, sont sensibles avec ce genre de 100 pieds carrés là, à droite puis à gauche. Fait que, tu sais, pour répondre à ta question, le rez-de-jardin est toujours plus difficile à louer. Mais
il y a des façons de compenser par rapport à ça. Je pense que c'est des 8plex jumelés, ça se peut-tu? Une portion détachée. Dans le fond, peut-être pas moitié-moitié, mais pas loin. OK. Fait que tu sais, ça, je vais essayer d'aller chercher le listing de David. Mais pendant que moi, juste trancher sa question un jour, mais moi, parce que je l'avais réfléchi, moi aussi, a priori, dans le projet. Parce qu'effectivement, beaucoup de constructeurs vont aller justement avec une dalle au sol pour battre de là. La plupart des projets de Saint-Arnaud autour. Mais je me disais, ça peut être intéressant, là, comme tu dis, de juste rehausser pour donner de la lumière, donner un clic de plus. Mais juste le fait que la soit une ville, parce que moi, comme guest, sur ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui restaient là, à Laurier, sont assez vieillissants, vont continuer à rester là, vont vouloir du locatif neuf, clean, avec moins d'entretien. Personne âgée, tu vas faire moins de marche, tu vas faire la fraîcheur. Est-ce que tu es capable de juste bouquer des demi-sols, rez-de-jardin des 21 immeubles avec ces gens-là? Oui. Aussi, là. C'est peut-être positif finalement d'être un peu plus bas. Puis tu sais, une chose qu'on n'en parle pas souvent, mais tu sais, je sais pas si vous voyez peut-être mon curseur ici, là. Ouais. OK. Mais tu sais, tous ces logements-là qui sont au milieu, dites-vous qu'ils sont tous plus difficiles à louer jusqu'en bas. Parce que quand tu as un 8plex, c'est bien pensé, là. Tu sais, souvent, tu as 3 côtés. T'sais? Fait que t'as de la luminosité, t'as ci, t'as ça. Mais tu sais, ces logements-là ici, dans le fond, eux, ils ont avant-arrière. Fait qu'ils sont comme un peu pognés. Fait que souvent, on va avoir des valeurs locatives moins élevées pour des tu sais, mettons, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de triplex jumelés qui se construisent. Pourquoi? Parce que c'est un siplex dans le fond. Il n'y a pas de contraintes, t'es 3 côtés, c'est intéressant. Ou même des fois, tu sais, mettons, on voit ça, mettons, c'est un siplex avec un siplex en arrière. T'as quand même... Mais souvent, ces 8plex jumelés-là, ces unités-là ici de milieu, j'ai souvent vu du 50 à 100 $ de moins par mois à cause qu'il y a moins de luminosité. Exemple que, tu sais, juste lui, là, tu sais, qui a avant, côté, arrière. Fait que ça, c'est un autre point, des fois, qui est à réfléchir. Dans le fond, tu sais, c'est un 16plex, mais ces unités-là sont un petit peu plus difficiles, des fois, à vendre à cause de la luminosité puis de la disposition peut-être plus particulière. Et ça, c'était juste un petit point que je voulais amener par rapport à... Faut tu penses que l'aménagement intérieur soit pas pareil comme les autres peut-être qui sont des latérales. Exact. C'est ça. Non, c'est ça. C'est un super bon point. Puis, ne serait-ce que pour les chambres, ne serait-ce que pour placer les chambres. Un 5,5 dans une unité de même, c'est quand même un bon défi. Oui, puis tu sais, c'est ça. Puis tu sais, un point que j'amènerais qui est très, très, très spécifique à chaque projet, à chaque secteur, puis que dans ce cas-là, moi, personnellement, je trouve ça négatif, c'est que on est en secteur tertiaire, dans des immeubles qu'on va qualifier de, tu sais, c'est un standard plus, là, tu sais, c'est une construction bois-brique avec, tu sais, peut-être avec un petit peu de gomme, là, tu sais, des comptoirs de quartz à faire le même. Et le ratio de case de stationnement qui est proposé à 1,25, je le trouve désavantageux pour le projet. On est dans un secteur proche des autoroutes, peu de transports en commun, où le monde, dans un 5,5, c'est pas un homme célibataire qui va sur un 5,5 à Laurier Station, c'est une jeune famille, c'est un jeune couple de professionnels qui attend de s'acheter une maison à Lévis ou dans le secteur, la maison avec des poules de Kèvre. C'est des jeunes professionnels, c'est des personnes âgées qui vont avoir peut-être 2 voitures, qui vont peut-être, on le souhaite, réduire à une voiture électrique. Souvent, là, les baby boomers sont très forts ces temps-ci, vendent une des 2 voitures, en achètent une électrique, une Chevrolet Bolt ou quelque chose comme ça, puis là, boum, ils font leurs affaires. Mais là où je veux en venir, c'est que 1,25 pour des 4,5 puis des 5,5, je trouve ça faible. Puis c'est ce qui est proposé en passant par la firme d'urbanisme. Puis je comprends pourquoi ils font ça. Là. Eux, ils veulent vendre... Ils veulent rendre ça excitant au prix de la porte. Ils veulent... non, c'est pas 200 portes qui rentrent ici. Là, excuse-moi, voyons. C'est pas... ouais, c'est ça. C'est pas 120 portes qui rentrent ici. Non, c'est 168. Fait en réduisant le ratio de case de stationnement de 0,25, c'est sûr qu'ils sont peut-être capables de rentrer 2-3 immeubles de plus. Puis là où...
Ouais, ou le 1.25. Ben, le 1.5, je pense qu'il était correct. Le 1.25, on va voir ça dans des terrains un peu plus densifiés. Pour prendre une référence, mettons le groupe d'Amco là, d'Adonis qui est bien actif, là, ça arrive sud de Québec à Lévis puis à Saint-Nicolas, tout ça. Quand ils font des immeubles 6 à 8 étages, c'est pas rare qu'on va voir du 1.25 de case de stationnement. Parce que c'est plus densifié, il y a des services, il y a des espaces communs, il y a un gym à l'intérieur, il y a ci, il y a ça. Il y a le Costco à 5 minutes de marche. On est dans un secteur qu'on va qualifier plus densifié, fait que le 1.25 peut faire du sens. Par contre, dans un secteur ici où on est encore très dépendant de la voiture, il y a 2 accès véhiculaires, ton monde qui habite à Laurier-Station, si tu as 2 personnes avec une jeune famille qui sont là, tu as 95% des chances qu'il y ait 2 voitures. Ça peut peut-être avoir l'air con, mais si tu es au centre-ville de Montréal, c'est genre 0.5 cases de stationnement des fois. Là. Ou même à Longueuil, j'ai vu des projets où ils nous ont dit, ben écoute, on est prêt à assumer la gestion de la circulation puis quasi pas avoir de place de stationnement. C'est exceptionnel, c'est des villes qui sont en manque criant de logements, puis dans des secteurs hyper densifiés où tu peux monter un 24 étages. Fait que, c'est très différent comme situation. Ici, c'est une banlieue. C'est une banlieue d'une banlieue. C'est presque ça. Fait que je le trouve agressif le 1.25, personnellement. Ça se vend bien des investisseurs. Je pense pas qu'à la location, nécessairement, ça peut tant diminuer les valeurs locatives. Par contre, si vous regardez pour un horizon moyen-long terme, vous allez voir qu'à la relocation, tout est problématique. Là, quand tu vas être rendu à mi-chemin, là, puis que ton monde va avoir deux chars, puis que ce qu'on voit sur la photo, tu vas avoir du monde, parké ici en parallèle. Tu vas avoir, mettons, quelqu'un qui disait, hey, on va faire un petit pique-nique, puis l'autre, est-ce que paresseux ne voudra pas aller stationner ici? Fait que ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, parfait, man, je vais me parker ici, genre, puis tu te retrouves avec des chars un peu partout, puis ça commence à déborder chez les voisins, puis tout ça. Fait que je trouve le ratio de cases bas pour ce genre de projet-là que moi, je qualifie de faible densité. Ça, c'est un red flag que moi, j'avais noté. Puis je comprends pourquoi ils ont fait ça. Là, ils veulent presser le citron maximum. Tout développeur qui veut revendre va chercher plus de logements en faisant ça. Puis la ville est bien contente parce qu'elle est comme, on manque de logements. Fait je vais te le donner, ton 1.25. Mais personnellement, dans ce genre de projet-là, je le trouve peut-être un petit peu faible, le ratio de place de stationnement, par expérience. Tandis que si on se rapprochait de Lévis, mettons, on est plus dans un Saint-Nicolas, dans un 1.25, ce serait fair enough. Ouais. Puis je suis sûr qu'il y a des promoteurs en ce moment qui s'essayent avec du 1. Mettons, t'es dans le Vieux-Québec, il y en a un, je pense que j'avais un client de JF qui a fait un projet genre 54 condos, là, ou je sais pas trop. Lui, il est en milieu urbain. Fait que lui, il va faire une place de stationnement, puis même des fois, il est à 0.75. Le petit 3,5, là, c'est un retraité baby boomer un peu intellectuel qui s'en va là, puis qui marche, puis qui prend son vélo, puis c'est un rythme de vie très différent. Mais ici, en tout cas, moi, je pense, on est dans une banlieue pure et dure, du monde qui vont aller au IGA en char, du monde qui vont aller à 2 minutes plus loin qui pourraient le faire en vélo, ils vont le faire en char pareil. Puis je pense qu'il va y avoir quand même une bonne population de personnes âgées aussi dans ce secteur-là. Fait que des fois, c'est de voir le projet, peut-tu être adapté, peut-tu avoir un petit service de télémédecine d'inclus. Là, maintenant, il y a des forfaits qui s'offrent à la carte. Tu peux offrir à tes locataires moyennant un supplément. Puis tu as des petits plus qui peuvent être offerts. Mais fait que, moi, c'était mon red flag de ce projet-là. Puis c'était aussi, en ce moment, et pour les, je pense, 12 à 18 prochains mois, les projets de construction bois-briques, je les trouve très serrés au niveau des chiffres. Si vous ou vos investisseurs sont prêts à peut-être s'écraser 24 mois sur leurs investissements, pour peut-être aller chercher du rendement futur, parce que bien évidemment, qui dit logement neuf dit 5 ans d'ajustement des loyers. Fait que c'est sûr que les loyers vont augmenter progressivement aussi au fur et à mesure que le développement se fait. Mais
c'est très difficile de faire rentrer les chiffres en ce moment à Boisbrique. Je vous donne un exemple. Nous, pour notre 300 logements, on paye à peu près 25 000 la porte sur la rive sud de Montréal. Puis on va changer le zonage, on va mettre des infrastructures, puis il va peut-être nous revenir à plus ou moins peut-être à peu près un 20 000 là, pour 400 logements. Okay? Si on fait des chiffres très ronds, peut-être 22 500. Mais mon taux locatif, il est 2,40 du pied carré. Fait que 2,40 du pied carré, ça veut dire qu'un 1000 pieds carrés, je loue ça 2400 $ par mois. Puis ça, c'est énorme sur la valeur économique parce que probablement que le même 1000 pieds carrés, moi j'ai calculé vos valeurs, là, vous êtes à peu près entre 1 et 1,20 du pied carré là, à Saint-Apollinaire. À peu près. Un 1000 pieds carrés à 1200 $. Je suis dedans à peu près, Kev? Oui. Fait que si ça coûte 15% moins cher construire à Laurier Station, 20% moins cher que dans mon coin, OK. Le terrain, il est un petit peu moins cher, OK. Mais ma valeur locative, pour le même nombre d'unités de 168 logements, j'ai 2 fois plus de revenus. Mais je paye pas 2 fois plus de taxes, je paye pas 2 fois plus d'assurance, je paye pas... Fait qu'il y a un spread qui est excessivement important à calculer. Puis en ce moment, c'est une drôle de situation. Les loyers n'ont pas encore rattrapé l'augmentation des coûts de construction puis de la main-d'œuvre et tout ça des 2 dernières années. On s'en va vers ça. C'est comme 2024 va commencer à être plus stabilisé, mais en ce moment, tu mettrais du produit au marché comme ça, d'après moi, tu n'es pas loin du break-even, honnêtement. En ce moment même. Si tu construis 1,450, tu rajoutes, admettons, 150 000 du terrain, tu es à 1,6, 1,7. Ton 8 logements, je ne sais pas il vaut combien, mais j'ai checké des condos dans le secteur. Je pense que 225 000 la porte, ça vaut peut-être à peu près ça. Tu as peut-être un point. Tu fais peut-être 150 000. Oui, excuse-moi, je l'appelle. 225. Je checkais les condos puis tout ça dans votre secteur, c'était 185, 195, mais c'est des produits 2012. Ça se compare pas, là. Puis ça, c'est un nouveau secteur, nouvelles infrastructures, tu parques à côté. J'ai dit 225 de même parce que c'est quand même plus cher. Peux-tu pousser jusqu'à 240? Sûrement. De toute façon, c'est un projet que les infrastructures sont faites en 2023 par la ville. Là, ils vont prendre un peu de temps, ça va s'étirer, ça va être milieu, fin 2023. Vous allez mettre une pelle, c'est peut-être hiver 2023-24 pour faire vos infrastructures. Vous allez commencer la construction, mettons, printemps 2024. Livraison des premières unités 1er septembre. Là, vous n'allez pas vouloir en mettre trop au marché parce que vous êtes au mois de septembre, c'est plus difficile la période locative. Fait que vous en faites peut-être 2-3, vous faites le test, puis après ça, vous faites peut-être un blitz de 3-4 immeubles, mettons, pour le 1er juillet au printemps 2025. Fait que, moi, c'est comme ça que je vois ce genre de projet-là. Puis même si les villes sont très ouvertes, puis sont comme, oui, on est en appel d'offres, on est ici, on est ça, c'est développement de terrain, c'est rempli de surprises. C'est comme l'optimisation, là, mais écoute, on check des projets, puis des fois, c'est comme, OK, le changement de zonage prend 2 ans, puis après ça, tu as une autre année de politique, puis d'ici, puis de ça pour mettre tes infras, puis là, tu espères que ça change pas d'administration, puis là, tu une pelle, finalement, là, dans 4 ans, dans 3 ans, puis là, c'est un projet de 72 logements, fait qu'après ça, ça prend 12 mois monter ça, puis une bonne planification. Mais là, ton 12 mois, tu peux pas livrer 72 unités au 1er mars. Quand tu livres un immeuble ou autant de logements, tu n'as pas le choix d'être dans ta période locative du 1er juin, 1er juillet, à la limite 1er août. Fait que c'est toutes des choses à penser aussi dans un multiphase comme ça que vous créez du momentum, puis après ça, vous allez chercher ça. Mais tu sais, pour avoir vu votre compétition, le gros avantage d'un terrain comme ça, c'est que vous êtes capable de justifier des frais de mise en marché plus importants. C'est-à-dire que c'est sûr que votre compétition qui monte des 6, qui monte des 8, qui monte des 12, ils n'ont pas un marketing de feu. Là. Ils ont sûrement de belles pancartes avec genre logement neuf à louer, blablabla, puis c'est genre c'est Roger Ducoin qui monte 3 siplex par année, puis genre 4 maisons. Puis j'ai rien contre Roger, là, je les aime bien les Roger, mais puis que lui, tu parles de valeur économique puis de taux de rendement interne ou autre, puis comme je m'en calisse, je loue, ça se loue, puis
je construis, puis c'est comme, j'en fais d'autres, hein, puis j'ai des terrains, puis des gars dans cinquantaine, soixantaine, ça doit être ça qui build pas mal, ou une couple de jeunes loups qui dit comme, si j'ai réussi à acheter un terrain à Roger, puis là, je monte un 6, puis yes sir, c'est un beau petit projet, puis ils sortent 100 000$, puis tout le monde est content, tu sais. En tout cas, dans Laurier, précisément, on dit rien, c'est sec. C'est ça. À Saint-Apron, c'est quand même deux assez gros joueurs, je dirais, entre Roger et le plus, le promoteur qui sont quand même. Mais reste que je pense pas que c'est une machine de marketing. En même temps, est-ce que le secteur fait qu'il faut absolument une machine de garde de marketing dans le sens où probablement que tu loues pas quelque chose à 2000$? Non, c'est ça. Dans le sens que les gens en ont besoin pour travailler dans le secteur. Exact. La demande va se passer d'une façon ou d'une autre, pas la générer de façon... Non, sauf que, tu sais, des fois, ton $100 de plus par mois, fois 8, c'est 800$. Tu sais, fois 12, c'est 9600$. Divisé par ton TGA de 5 que tu as mis, tu sais, c'est énorme. Tu sais, sur ta valeur économique, c'est 100 000$. Tu sais, pour un 8. Fait que, tu sais, le même... Puis moi, je l'ai vu dans la location. À Saint-Hyacinthe, les taux locatifs étaient genre 1,75, on a loué 1,95. Tabarouette, tu sais, la différence, c'est qu'on a sorti nos billes versus on aurait laissé à moitié de la mise de fonds, tu sais. Fait que c'est énorme. Puis sur un 8plex en stand-alone, je te dirais, oublie ça, là. Fais-toi ton site sur wix.com à 500$, puis avec des belles photos de luxe image, puis pars avec ça, puis fais ton marketplace, puis ça va bien aller. Mais dans un projet comme ça, tu peux te permettre d'avoir un petit budget marketing. Tu sais, j'ai dit grave synergie, mais tu sais, ça peut être un beau site, tu sais, admettons à 15 000$, puis un plan de pointe que tu achètes à genre 200$ par mois de Agence 6. Absolument, c'est super beau visuellement. Tu peux aller cliquer sur les différents étages de ton projet, puis tu peux voir ça coûte combien, les plans en PDF, puis tout ça, puis tu as un super bon hybride que ta compétition n'a pas. Tu peux pas aller sur leur site à eux puis checker ça de même de façon aussi sharp. Là. En tout cas, peut-être que je m'avance, là, mais... Non. Pas tout. De toute façon, grave, je les connais très bien aussi. Je travaille le projet de SWL, puis on est en train de discuter avec eux autres, avec les McGill, je les connais très bien, mais je comprends ce que tu veux dire. Une question pour toi. Oui. J'en reviens à ton équipe pour secondes. Oui. Vous êtes 4. Tantôt, vous allez être 3. Ils font quoi? Qui fait quoi? L'un qui est en finance, fait le financement qui est crunch. C'est plus au niveau action. Donc, tout est exactement. Acquisition. C'est ça, acquisition, veille stratégique, valeur locative du secteur. Aussi tout le chapeau, tout ce qui est location et tout ça. Fait que je suis au courant de tous les taux locatifs et tout ça. Au niveau des deux autres, c'est des builders. C'est vraiment c'est eux qui ont une belle expertise en bois brique. Kevin les connaît aussi. Ils ont vraiment une belle expertise par rapport à tout ce qui est construction, mettons jusqu'à 72 logements, on va dire, mettons en bois brique et tout ça. Puis il y en a un autre, je vais dire, mettons, c'est lui qui nous permet de dormir sur les deux oreilles, qui fait la gestion, mettons, des chantiers et tout ça, qui est dans la compagnie de construction. Par contre, pour être très honnête, pour une société de développement, c'est trop lourd. Puis c'est pour ça qu'on va être 2 en 2023. C'est pour ça que je te pose la question, parce qu'à un moment donné, ça fait beaucoup de monde, 4. C'est ça. Fait que c'est confidentiel ce que je dis en passant. Mais surtout pas répéter ça, mais parce qu'il y a des petites annonces à faire dans les prochaines semaines. Mais je te dirais que si tu sais compter, puis que tu as les deals, puis que tu es capable de changer de zonage, tu n'as pas besoin du reste. T'sais. C'est un peu ça. Là. Parce que puis tu sais, il faut bien faire la distinction en développement de terrain. T'sais, moi, au début, je voulais acheter les terrains, je voulais changer de zonage, je voulais les construire, je voulais les détenir, je voulais les louer, je voulais tout faire. La vision de hey, c'est moi qui ai créé cette affaire-là, c'est moi qui ai ça. Puis là, Mané, tu fais comme tabarouette, ok, ça prend genre 8 équipes pour faire ça. Tu as l'équipe qui achète le terrain qui crunch, puis tu as les partenaires financiers qui embarquent. Puis là, moi, je suis un peu multidisciplinaire. Fait que moi, je vais voir les villes directement. Je parle avec les directeurs d'urbanistes. Là, je vais m'inscrire au registre des lobbyistes parce que je commence à parler un peu trop de monde.
Puis c'est un petit peu dans cette optique-là. Fait que, tu sais, société de développement de terrain, c'est cash flow intensif. Tu vends le terrain, tu fais du cash, tu gardes le terrain, tu continues à perdre d'argent. Jusqu'à temps que tu construises, un moment donné, tu refinances, tu espères sortir tes billes, puis là, tu roules ça, tu crées de l'équité, tu augmentes tes loyers, là, tu avances dans le projet, puis là, ça va bien. T'sais. Mais tu sais, comme un gars comme Luc Poirier, tu sais, j'ai été à ses bureaux il y a une couple de semaines, puis il y a un employé, Luc. Puis c'est le gars qui nettoie ses chars. C'est pas une joke. Hein. Puis il y a sa femme qui est à côté, qui s'entraîne, puis qui prend des chèques, puis qui est là. Fait que lui, il a compris c'était quoi la société de développement de terrain. Il y a des meilleurs architectes, qui sont pas à l'interne. Il y a des meilleurs urbanistes, qui sont pas à l'interne. Il y a des meilleurs dans tout, mais il y a personne à l'interne. Fait qu'il n'y a pas de payroll, il n'y a rien. Il y a Luc, il y a sa face, il y a ses chars, ses Ferrari, puis c'est fucking lean. C'est très, très, très simple comme structure. Puis lui, il a ses chums sur Speed Dial qui est prêt. OK, ça vaut 40 000 $ ta porte, mais regarde, je te le fais à 30 000 $ ta porte si tu niaises pas. OK, parfait. Fait que là, il appelle ses chums, il achète à 30 000 la porte, lui, il fait un profit, il achète 10 000 $, puis il sait que son projet est rentable. Puis, fait que lui, il fait juste ça, il achète du terrain, il n'y a pas de locataire, il n'y a pas rien. Puis ça, c'est son équipe, puis c'est vers ça que nous, on s'en va. Parce que moi, je me fais approcher pour des deals régulièrement. Fait que j'ai pas de problème de deal. On a un super beau réseau de financiers qui, justement, avec cette personne-là, qui amène une crédibilité financière. On donne des bons rendements internes. On laisse des passes à la table pour, justement, avoir un portfolio plus intéressant. C'est ça, une société de développement. T'sais. Si tu as le builder à l'interne, faut que les intérêts soient alignés. Il faut que tout le monde ait des parts égales dans la compagnie de builder. Puis quand c'est pas de même, ben, un moment donné, il y a une discordance. Puis un moment donné, c'est comme, bon, ben Chris, regarde, on va te sortir. Puis si t'es le meilleur, t'es le plus bas soumissionnaire, puis tout ça, puis t'es vraiment compétitif, c'est beau, ça donne. Ouais, tu vas avoir un droit de premier regard, il n'y a pas de stress avec ça. Mais ça fait lourd, je te dirais, à un moment donné, splitter les parts en 4, puis après ça, splitter les parts aux investisseurs, puis après ça, tu sais, ça fait plus ou moins de sens, personnellement. Puis pour le côté agile, on fait une parenthèse sur le projet de Laurier, parce que de toute façon, quand j'avais depuis mettons, quasiment milieu 2022 que nos vidéos, on voit que notre match-up va en 2023, comme il dit au départ. T'étais dans nos targets. C'est même Joe qui m'avait nommé ton nom, mais target de monde à aller prendre un lunch. Fait que là, on fait ça au travers du projet de Laurier. Mais c'est moi ce que je dis à Joe aussi, de moi-même mon vécu des, mettons, 7-8 dernières années en différents partenariats. Moi aussi, je suis dans une place où c'est max 2, là. Parce que dans question agilité, question d'être sans longueur d'onde, question de sentir que tu peux prendre une décision d'aller dans un sens sans faire un CA. C'est ça. Ligne pour les employés, oui, mais aussi ligne pour l'actionnariat de la prise de décision. Ben, c'est ça. C'est un excellent point. Tu sais, comme un projet comme ça, c'est parce que vous voulez pas être trop, là, tu sais, mané. C'est parce que, on est 4, là, il y en a un autre qui a un autre business, là, qui est ici, qui est ça. Puis là, tu sais, c'est comme, là, moi, j'ai un téléphone à faire, tu sais. Fais-tu du sens? Ouais, OK, parfois, on se fait-tu un meeting de 15 minutes d'une heure? Ouais, parfait. OK, tac, tac, tac. Puis là, c'est comme, oui, non, peut-être, on a-tu l'argent? Moi, je dis, on a-tu l'argent? Non, on n'a pas l'argent. OK, parfait. Mais regarde, on va être créatif. Je vais quand même faire la PA. On va rouler sur le due diligence. On va montrer la preuve de fond. Puis après ça, on va extensionner les délais. Puis peut-être que dans 3 mois, on va adresser la promesse d'achat. On va continuer, tu sais. Mais il y a une agilité certaine. Puis oui, c'était mon premier partenariat plus, tu sais, je vais dire avec plus de personnes autour de la table. Puis les visions n'étaient pas alignées. Il y en a qui voulaient du moyen long terme. Puis nous, il fallait trouver une façon aussi de générer du cash flow pour le court terme. Fait que l'alignement n'était pas pareil. T'sais. Fait que la vision n'est pas pareille. T'sais. C'est sûr que si tout le monde a 3-4 business opérantes on the side, bon, on fait du développement immobilier pour avoir du plaisir, pas pour nécessairement juste créer du cash flow court terme. Ça, c'est important, mais je pense que vous deux, vous êtes alignés, vous avez ta business de consultation, clairement, je m'attends à une couple de business qui roule aussi, ta conjointe, je pense, elle amène une stabilité aussi, pour le financière, si ça te tente de prendre un leap of faith puis de dire, moi, je pars 3 mois aller découvrir des nouveaux matériaux partout au monde puis des affaires de même. Fait que vous avez des structures déjà implantées, je pense, pour vos propres business. Après ça, c'est d'aller dans la bonne opportunité avec le bon prix à la bonne place. Hein. Okay. Quand tu fais mettons, la balance, c'est moins de ce projet-là, justement, pour revenir à l'atelier. Comment toi tu l'aborderais ou tu l'approcherais? Ben, c'est sûr que
Première des choses, c'est de savoir peut-être un petit peu plus les délais de vérification diligente qu'ils ont là-dedans. C'est d'essayer de comprendre, c'est comme, qu'est-ce que ça prendrait, entre guillemets, pour faire tomber le projet. Je pense que peut-être que l'avantage que vous pourriez avoir si on spin ça différemment, c'est que il pourrait avoir une forme de partenariat qui est faite avec David, qui reste silencieux, qui fait absolument rien, mais qui vous amène des vendeurs, des acheteurs, pour les 2-3 premiers immeubles. Puis lui, il y aurait peut-être un intérêt encore plus fort que de vendre à l'autre. Je lance ça de même. Je sais pas, je peux être un facilitateur éventuellement, mais c'est de savoir qu'est-ce qui vous différencierait des autres. Je pense que le projet dans sa forme actuelle, 168 logements pour, mettons, 3 millions, si on calcule les infras, vous êtes à peu près à 18 000 la porte. Je pense que ça fait du sens. À un moment donné, même si tu payes 6 000 la porte au lieu de 18, c'est 12 000 par porte. À un moment donné, tu peux pas avoir des terrains gratuits là, non plus. Moi, je pense que c'est un projet rentable. Je pense que c'est de pousser les valeurs locatives. C'est les valeurs locatives qui vont définir. Les coûts de construction avec un gars comme Joe, avec un gars comme toi, Kev, vous êtes capable de les avoir, votre prix du pied carré, vous aussi vaut ça. C'est pas stressant. Là. Vous êtes capable de faire sortir une soumission en quelques semaines pour un 8plex typique avec les plans d'architecte et tout ça. Pas trop stressant. C'est du bois brique standard. Le gros enjeu là-dedans, c'est les valeurs locatives. Je vois honnêtement que tes 5,5, là, faudrait que tu sois à genre 1003. Là. Pas en bas de ça. Faudrait que tu sois à 1,25, 1,30 du pied carré pour avoir une belle rentabilité. C'est ça qui... C'est là que... Ton marché, es-tu prêt à aller jusqu'à 1,400, 1,450 avec des électroménagers? T'sais? Ouais, c'est ça, c'est un bon point que tu avais soulevé. Pour que tu le rencontres, dans le fond, j'arrive proposer au départ de justement louer du neuf comme ça avec électro, question de gestion. Ouais, c'est ça, question. Oui, elle touche la valeur locative, mais aussi la gestion de tout ça, puis pour tout ce qui est déménagement, porter, scraper, bref. Amener du neuf dans du neuf, dire, OK, on va c'est ça. Au moins, mettons 10 ans qu'on a développé. Puis, c'est un excellent point, Kev. Puis, nous, on fait affaire avec JC Perrault. Puis, pour votre information, ils ont des kits de 5 électroménagers spécialement pour les builders. Puis, ils sortent, je pense, genre une couple de milliers de kits par année. Là. Pourquoi ça coûte avec 5 unités? Écoute, je pense que c'était... faudrait que je recheck, mais c'était genre 4 500$ pour les 5 électros. Puis, j'avais lave-vaisselle stainless, j'avais réfrigérateur stainless, j'avais poêle stainless, j'avais laveur-sécheuse frontale blanche. Tu sais, c'est de quoi que dans une maison, que je vais dire entrée d'eau de gamme, je serais vraiment pas gêné de mettre. Là, tu l'as dans un logement. Flambant neuf. Juste branché. C'est fourni livré, là. Ah, c'est ça, c'est fourni livré, tout arrive, ton plombier il passe, il te fait tes connexions de ça. Il n'y a pas un esti de dégât d'eau d'un tata qui dit moi je suis ingénieur, genre je sais comment poser. Moi j'ai déjà eu ça, là. Un gars qui rentre dit non, Chris, je suis ingénieur, c'est moi qui l'ai fait. Je dis ouais, t'es ingénieur, mais Chris, c'est pas branché, t'es pas plombier. Fait que là, dégât d'eau, ça m'a coûté 5 000$. Caliste, 5 000$. Tu viens de brûler 4 mois de loyer. Tu sais, pour un plombier qui va te coûter, genre, écoute, lui arrive, toutes les connexions sont là, wow, une demi-heure, c'est fait, c'est beau, gros max. Là, après ça, il te fait le tour de l'immeuble, les branchements, c'est pas ton gars qui fait, mettons, le ménage ou autre avant la livraison des logements, puis il branche le réfrigérateur, il est déjà de niveau, tout est beau. Gros plus, là, sur la compétition. Tu peux aller chercher écoute, je dirais un quasi 150-200 par mois, là, pour 5 électros, là. Ça peut être une façon pour nous d'aller en grappage. Je pense que la clientèle, j'imagine que toute clientèle qui arrive dans une neuf est prête à laisser derrière eux. C'est le vieux bassin. Tu sais, fais le calcul bien vite, c'est 40 000$ d'électroménager pour un 8plex. Mettons 5 000 d'installation, puis de cochonnerie, puis tout ça, on y va haut, là. Ça fait 45 000. Mais tu vas chercher 150 par mois x 8. Mettons, même on y va 200, mettons, c'est 1600, t'as 18 000, tu sais, 18 000, tu sais, pas ton facteur, tu sais, il est rentable x 4, tu sais, puis tu te fais pas chier parce que les électroménagers neufs, c'est pas comme du vieux, comme j'expliquais, c'est que, tu sais, au PDP, tu vas te chercher une garantie 5 ans, puis ce que tu fais, c'est qu'à la 4e année, on se fait avertir. Je vais vous renvoyer une petite invitation, Teams. Je sais pas si c'était limité, Meet. Ouais, moi non plus. Je vais vous renvoyer un petit Meet. Au pire, je te l'envoie dans le chat, Kev, puis tu l'envoies à Joe, OK? Ouais, on fera ça. Cool.
Yes! Je sais pas si t'es capable d'envoyer le lien à Joe. Hey, c'est-tu un petit jus vert avec des vitamines, ça? Non, c'est un vert, mais avec de l'eau. J'adore. Non, pas de jus vert pour moi. Tu vois juste des fois, tu connais-tu Mana? Tu connais-tu un gars de Mana? Ben oui! Oui, j'en avais parlé. Ouais, Joe Tremblay. Je vois dans les breuvages particuliers, sinon. Et moi, j'ai arrêté ça complètement parce que j'étais accro, man. J'en prenais 2 par jour parce que je bois pas de café. Ceux-là, tu parles, là? Ben, c'est pas des malades. Moi, j'étais à côté sur le gourou. Gourou, ok. Puis, pour vrai, man, j'étais rendu à 2 par jour, man. Puis, j'avais juste le goût d'en prendre une 3e. Puis, écoute, je me suis fait. Excuse-moi. Ouais, pas trop. Je pensais que Joe était dans l'arbre, je vais y envoyer. Non, c'est ça, je savais pas son. Ah, c'est vrai, son email, excuse-moi. Ah oui, il était dans le email, excuse-moi, j'avais pas vu. Le recording, ça n'a pas coupé. Non, ça n'a pas coupé. Je suis rendu à 1h16. Ouais. Fait que, non, je comprends qu'à un moment donné, pas tu deviens agressif, faut que ça soit une addiction. Non, ben moi, c'était rendu. Ben moi, j'étais un intense, là. Moi, j'ai tout le temps, j'ai tout le temps de cas dans ma vie. Puis, c'est ça, les boissons énergisantes, j'étais à côté là-dessus. Écoute, j'ai été me faire hypnotiser, genre le 5 décembre pour arrêter ça. Puis, écoute, ça fait 5 semaines, j'ai pas retouché une canette, j'ai même pas le goût. Je te dis, c'est con. Fait que là, dans le fond, ce que tu me dis, c'est que c'est pas vraiment toi ce matin. C'est pas le toi que je connaissais avant le 5 décembre. Exactement. J'ai moins de caféine encore. C'est comme un pantin, comme un alter ego. C'est ça, je suis en sevrage. Mais bref. Moi, je peux revenir avec une question. Parce que juste pour notre gouverne, dans le fichier que je t'envoie, parce que là, on part rapidement, mettons, 3 millions comme projet, c'est-à-dire 1 million d'infrastructures. En termes de soft cost ou de coût autre, peut-être le point où on n'a pas l'expérience, pas le bagage. Fait que, tu sais, dans ce cas-ci, il y a une bonne analyse quand même qui a été faite. Oui. L'étude justement statistique a été faite, le test environnemental a été fait, le test de capacité. Tout a été pas mal fait. Mais est-ce que, dans le fond, dans les coûts que j'avais sortis, tu vois-tu comme des gros morceaux qui manquent ou qui sont oubliés? Des bénéfices qui vont retenir, on s'en fout. Pas nécessairement. Partager mon écran. Ça, pour vous donner un exemple, c'est pas mal. C'est ce que la FTQ vous demanderait pour un projet. Là. Mais je l'ai summarisé un petit peu. Là. OK? J'ai mis des primaires, là, mais tu sais, les quatre choses de vraiment là, que moi je serais pas à l'aise d'acheter sans ça, c'est phase environnementale, c'est géotechnique, capacité portante, ça j'avais mis ici. Puis c'est biologique, qui était. Tu m'avais posé une question hier, si on avait fait il y avait une étude biologique dans le. C'est ça. Tu sais, on parle des grenouilles. Ouais. Puis, tu sais, c'est vraiment. C'est vraiment ça qui va être. Tu sais, que moi, j'achèterais jamais sans ça. Pour un projet. On parle même s'il n'y a pas de milieu humide répertorié. Ouais. Tu sais, je te donne un exemple. Nous, il y a un terrain qu'on regarde. Le terrain il est flat, il n'y a absolument rien, mais il est genre à 3 km d'un boisé protégé. Puis dans le boisé, il y a de la rainette. La fameuse rainette, là, qui est une grenouille qui chante. Fait que le gars, puis je niaise même pas dans la soumission, il dit « Je vais aller passer une journée par semaine pendant 4 semaines, entre midi et 18 heures, assis sur une chaise de camping, pour savoir s'il y a un champ de rainette sur le terrain. » Fait que, puis il dit « Puis s'il y a une rainette ou autre, c'est comme, il identifie le périmètre, t'es barré, là. Tu peux pas prendre la rainette puis la tasser, là. Non, elle a élu domicile sur le terrain, elle va rester là. Puis il n'y a pas de répertoire pour ça. Tu sais, je veux dire, mettons que ton terrain est contaminé, là, à côté, ben,
je veux dire, il va être répertorié techniquement là, au registre, mettons, des terrains contaminés, blablabla. Tu vas pouvoir trouver, jusqu'à temps qu'ils soient décontaminés ou parce que ils sont comme liés par, mettons, faut qu'ils le déclarent contaminé, puis incluant le vendeur, puis tout ça. Mais un terrain pour avoir 99% de rainettes, des couleuvres, des affaires de même, des espèces de végétation à très très haute capacité environnementale, il n'y a pas de registre pour ça. C'est de privé à privé. Le biologiste, il m'a dit hier, il dit, je peux le prendre, il dit, je le donne au client, puis il dit, s'il veut vendre son terrain, puis pas fournir le rapport biologique, puis le vendre comme s'il n'y avait pas de rainettes, puis le gars fait pas sa job de checker s'il y a de la rainette, il dit, too bad, c'est le privé. C'est fou, là. Fait que, puis sur un terrain de cette envergure-là qui est vacant depuis longtemps, t'as pas le choix. Fait que, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. David, c'est pas un cave, il sait exactement quoi faire. Il a fait sa phase 1, il y avait des soupçons de contamination, il a fait sa phase 2, ok, tout est beau, blablabla, blablabla. Il a fait sa caractérisation des milieux naturels et biologiques, parce que oui, t'as des maps et tout ça qui répertorient les milieux humides, mais des fois, t'as peut-être justement certaines sections que t'es comme, ok, shit, man, il y a des arbres ici que je peux juste pas tasser, je peux pas, là, il est juste comme hyper rare, puis il y a des affaires la même fait. Puis souvent, l'étude biologique, la même firme va offrir dans les grosses firmes, là, ils vont offrir aussi ta géotechnie et ta capacité portante. Fait que, vraiment plus aller caractériser ton sol, ton roc est à quelle hauteur dans le sol. Faut-tu pieuter ici? C'est-tu argileux? Est-ce que c'est sablonneux? C'est dans un projet comme le vôtre, c'est pas si pire parce que c'est du 3 étages hors sol bois brique. Puis il n'y a pas de souterrain. Mais moi, j'ai regardé un projet, puis c'est 12 étages. Là. Fait que le 12 étages, il est-tu pieuté à grandeur, il y a un double souterrain, il va-tu bouger dans le sol, il va-tu... Fait que ça, c'est crissement important de savoir, OK, le terrain, il est beau, il n'y a pas d'espèces bizarres sur le terrain, mais si le terrain, il est argileux, puis je suis même pas capable de faire un 4 étages sans pieuter. Là, t'es comme tabarnak, pieuter un 4 étages... on va se calmer un peu, là, c'est pas rentable. Fait que, je vous dirais, c'est vraiment, puis certificat d'implantation, évidemment, parce que, bon, le gars de phase environnementale va demander, tout le monde va le demander. Fait que, ça, c'est la base. Dans notre dossier, ce que tu dis, c'est que la caractérisation, justement, de l'étude biologique, c'est en même ce que Englobe a fait, parce que je l'ai pas bien lu, pas bien... Ben, il me semble, de ce que j'avais vu, c'était là-dedans. Je pourrais rejeter un œil puis te confirmer, parce que, ben, dans le fond, check, je vais l'ouvrir, puis on... Parce que j'ai vu les tests de sol. C'est dans l'environnemental. J'ai vu le géotechnique avec la caractérisation du sol, mais j'ai pas... Ouais, tu vois ici, test de sol plus géotechnie. Ouais, c'est ça. Je suis pas sûr qu'il a fait la biologique ou si il m'a dit qu'il était en train de le faire, mais effectivement, parce que là, c'est une caractérisation environnementale. Fait que ça, c'est une type... Ouais, c'est ça, c'est une phase standard. Tu avais ta chargée de projet bâtiment géosciences, puis tu as ton géo-environnement. Mais tu as raison. Je sais pas s'il y avait, tu sais, OK, bon, obligation courante. Ouais, c'est ça. Ça, c'était vraiment effectivement pour la phase 1. Non, c'est ça, tu as raison. À vrai dire, ils n'ont pas la biologique, mais il m'a dit que c'est ça, l'autre groupe est en train de la faire, puis que dans la promesse d'achat, David avait dit, tu peux la faire, mais il faut que tu prennes tel film. Je sais pas pourquoi il a fait ça, là. Je sais pas s'il y a des intérêts X, mais l'acheteur est en train de faire sa phase biologique parce qu'il est pas câble, il achètera pas sans ça. Mais c'est la firme qui est comme choisie ou recommandée par le vendeur qui va être faite. Fait qu'effectivement, elle n'est pas au dossier, mais eux sont en train de la faire. Fait que, moi, ça serait la première chose que je te dirais de faire. Puis, pour votre information, je me suis fait prendre un peu comme des culottes baissées dans un autre dossier. Souvent, les phases biologiques vont se faire à partir du mois de genre 1er avril. T'as pas un biologiste qui va aller voir, parce que le biologiste va aller voir les milieux humides sur place. Il va aller voir les différentes espèces. Puis il ira pas au mois de décembre. Il ira pas au mois de janvier, il ira pas au mois de février. Lui, il faut que, tu sais, comme la rainette, c'est le premier à sortir à la fonte des neiges puis qui commence à chanter. Fait qu'il dit, je te le dis, je capotais à Kevin, je vous vois rire, là, mais
J'étais comme, je peux pas croire que je te paye 110$ de l'heure pour faire ça. Je dis, en tout cas, fait que lui, il se promène sur le terrain puis il écoute des chants. Là. C'est ça. Fait qu'il peut pas les écouter avant genre, le 1er avril parce que la fonte des neiges est là et que la rainette sort là. Puis il y a jusqu'au 15 septembre. La rainette, c'est spécifique. Mais il fera pas de test de rainette s'ils n'ont pas un soupçon qu'il y a une population de rainettes dans le secteur. Fait que ça, moi, c'est spécifique à mon cas, tu sais. Mais souvent, parce qu'il y a évidemment pas juste ça à vérifier dans l'étude biologique. Non. Plein d'autres espèces. Il y a des couleuvres, c'est ça, il va tout aller chercher exactement la végétation, les arbres qui sont sur le site. T'sais, dans votre cas, il semblait pas avoir, ça doit être probablement des érables ou des affaires de même, ou il y a absolument rien. Mais là, ce que tu me dis, c'est que, mettons dans notre exemple, moi qui n'ai vraiment pas d'espèces vivantes, mais potentiellement que leur due diligence de ce côté-là va attendre de façon ou d'une autre au printemps. Exact. C'est exactement ça que je suis en train de te dire. Il peut pas, il a fait un offre, ok, c'est le fun, mais sa phase biologique, c'est conditionnel, il ne fera pas avant 2-3 mois. Fait que c'est pour ça que moi, dans ma tête, dans un dossier comme ça, où là, justement, ça nous a été présenté quand même pas mal de stock. Généralement, tu fais une offre avec, par exemple, un dépôt en fideicommis, tu donnes un due diligence de 90, 120, 150 jours pour faire ces 4 tests-là. C'est toi qui les dévoiles sur ton acheteur. Je comprends. Puis moi, ce que je fais souvent, c'est que ma preuve de fond, je la mets comme 15 jours, ou des fois même très agressive, c'est des plus petits montants. Je mets jamais le dépôt non remboursable, là, ça c'était juste pour dire ce que eux avaient fait, que moi je ferais pas. Fait que tu mets un dépôt en fidéocommis. Normalement, règle du pouce, si tu vas à 1% du prix d'achat, t'es dedans. Tu peux y aller jusqu'à 2%, mais plus que ça commence à être début. Fait que je veux dire, mettons... dans la compte, dans la mise de fonds? Ouais, dans le fidéocommis. Fait que un montant même, un 2 millions, comme moi, transaction à 1,8, j'avais mis 50 à un moment donné. Une transaction à 4, j'ai mis 5. Transaction à 5 millions, j'ai mis 100 000. Là, il y en a un autre à 10, on met 50. C'est très, ça dépend. Mais le fait d'en mettre un versus juste faire une PA puis dire comment moi je m'entorche, au pire je vais la flipper. Je suis un vendeur puis je vends un bien à 2-3 millions, je veux dire, on va se calmer, là, montre-moi un petit peu de sérieux, là, mets-en un peu du tien. Il est protégé jusqu'à temps qu'on lève la clause de vérification diligente. Puis moi j'ai des clauses typiques standards que je peux vous envoyer si vous voulez, de vérification diligente, qui inclut biologique, géotechnique, tout ça, à l'entière satisfaction de l'acheteur. Parce que tu peux pas arriver et dire, comme moi, ça m'arrive dans un dossier, la personne n'a pas donné le certificat de localisation qui est en sa possession avant que je fasse une promesse d'achat. Fait que là, elle me le donne 2 semaines après qu'on a une offre acceptée, puis la moitié du terrain n'est pas utilisable parce qu'il y a une servitude d'hydro. Fait que là, tu fais quoi? Attends une minute, tu me vends ça, mais il y a la moitié qui n'est pas utilisable. Puis tu la vends ta possession puis tu me l'as pas donné. Fait que c'est sûr que tu t'attends à ce que je revienne à la table et je te négocie à côté, là. Parce que tu m'as donné une information, je suis en vérification diligente, puis tu me l'as pas donné avant. Fait que, puis contrairement au multilogement used, le développement de terrain, c'est quand même beaucoup de cash up front, puis tu prends du temps avant d'avoir une assurance. Tu t'engages des professionnels, des ci, des ça. Souvent, moi, je l'ai dit, un terrain de cette envergure-là, là, s'il n'y avait rien fait, ce serait probablement un 180 jours de vérification diligente. Ce serait un bon 50 000 $. Ça serait ta phase environnementale, des bons contacts, mais ta phase environnementale de type 1 dans le terrain avec, mettons, entre 1500 et 3000. Dépendamment du nombre de lots, des affaires comme ça. Après ça, si tu tombes dans une phase peut-être 2 de base, moi, je fais des phases 1,5, là, fait que je m'en sors pour comme 2-3 000, mais phase 2, fait que là, ils vont aller faire des carottes, des forages d'affaires de même, puis ils vont faire des analyses en laboratoire, blablabla, toute la contamination. Ça peut monter vite en salle, là, si c'est une contamination. Puis ça, souvent, tu peux le faire passer, mettons, au vendeur. Tu mets la clause comme quoi c'est conditionnel à ce que le vendeur fasse une phase 1, puis que si la phase 1 s'avère positive, puis qu'il y a de la contamination, que le vendeur s'engage à faire une phase subséquente de type 2 à ses frais pour assurer à l'acheteur qu'il n'y a aucune contamination. Fait que souvent, ces 2 phases-là, dépendamment de la collaboration du vendeur, tu peux lui un peu pousser dans la gorge. Certificat d'implantation aussi ou de localisation, ça aussi est supposé le fournir. Les 2 choses que les vendeurs fournissent à peu près jamais,
c'est ta capacité portante de biologique. Parce qu'ils sont juste pas assez connaisseurs pour savoir que pour avoir ton CA22, puis ta qualité d'environnement, puis avoir un projet de construction, ben ça te prend un rapport de biologique qui dit que tout est beau. Qui, lui, va s'occuper d'envoyer ça, mettons, au gouvernement du Québec, qui va dire, parfait, tu respectes, justement, mettons, le site. Fait que pour tout projet de construction dans un terrain vacant, blablabla, il faut que tu te conformes à la qualité de l'environnement selon les normes du Québec, blablabla. Fait que, lui, il va te produire un rapport qui va être conforme puis qui est envoyé au CA22. Puis, probablement pour le CA22, ben, tu vas te pogner un consultant externe génie civil qui, lui, a des contacts au ministère, qui, au lieu que ça te prenne 12 mois, ça va t'en prendre 6. T'sais. On jase. Mettons, c'est quoi la démarche CA22? Ben, dans le fond, c'est une série de questionnaires, dans le fond, qu'il faut que tu remplisses pour avoir une conformité au niveau de l'environnement. Fait que, tout projet de cette envergure-là, tu vas pas avoir de CA22 pour construire un siplex dans un milieu déjà construit. Tu n'auras pas besoin de ça. Tu crées la maison en terre, tu fais un 6, puis tu es correct avec ça. Mais pour des projets de plus grande envergure, des gros terrains comme ça, justement, capacité portante, études biologiques, tu vas avoir besoin de faire ça pour te conformer à l'environnement. Tu le fais en parallèle. Tu as reçu tes plans, tu es en train de modifier le zonage, tu es en train de faire ça. Tu te prends un bon consultant, pas génie civil, c'est... En tout cas, tu prends un consultant qui est spécialisé là-dedans. Les firmes environnementales offrent souvent le service d'accompagnement. J'ai juste Therapex en tête, qui est une grosse firme environnementale qui offre ce service-là. Mais puis ils vont comme t'accompagner. En gros, ils vont tout faire la job pour toi en parallèle pour aller chercher cette certification-là. Parce que tu le fais toi-même, c'est plusieurs documents, c'est plusieurs informations à aller chercher. Fait que tu sais, ça peut être la job, là, tu sais. C'est une demande d'autorisation. Ouais. Je vous enverrai le lien, mais ici, c'est une demande de certificat d'autorisation. C'est le certificat d'autorisation en vertu de l'article 22, mais tout le monde dans le milieu va dire CA22. De la loi sur la qualité d'environnement. Fait que, tu vas aller chercher ça, puis quand là, mettons, t'as des guides explicatifs, t'as des formulaires de demande de certificat d'autorisation. Là, après ça, ils vont dire que ça va prendre 90 jours, mais que si ton dossier il est mal ficelé, ça peut aller jusqu'à 1 an. Fait que c'est pour ça que tu veux comme pas tant t'occuper de ça. Fait que tu mandates quelqu'un en parallèle pour s'assurer que tout soit beau par rapport à ça. Puis, question sur le projet, justement, mettons, encore une fois, je reviens à ma question tantôt, mais si toi, t'abordais ce projet-là, comme tu disais, ça semble assez even sur le construction versus la valeur du projet. Moi, qui manquait énormément d'éléments, c'est la première chose qui sortait aussi quand je faisais mon petit Excel qui m'a pris 1 heure. Fait que je voyais qu'il n'y avait pas nécessairement de gros upside évident entre les deux. Mais est-ce que toi, tu dirais, bon, ben, oui, assurément qu'on a dit pousser les valeurs locatives et essayer de tirer ça vers le haut. Est-ce que tu aurais des stratégies de ce côté-là? Ou même, est-ce que tu ouvrirais la possibilité de changer le zonage? Parce que là, on parle de 3 étages aux États-Unis. Tu penses que ces genres de projets de municipalité ou de setup permettraient de le densifier plus? Surtout que là, si on rajoute des stationnements, ben, on vient de perdre peut-être 3 immeubles dans le scénario. Oui, puis tu sais, c'est là qu'une bonne analyse à faire parce que vous êtes à la croisée des chemins à savoir est-ce que faire du souterrain dans ce secteur-là, c'est rentable? Parce que moi, la prochaine étape que je vois, c'est mets-moi du 4 étages puis du souterrain, tu sais. Puis mets-moi, mettons, mets-moi des 24 logements, ou une affaire comme ça, c'est des beaux modèles, c'est un 4 étages bois-briques, c'est un 24, tu mets 35 places à l'intérieur, tu mets des places extérieures, tu as ton ratio de 1.5, tu peux aller chercher peut-être 200-225 logements, ça peut être super intéressant. Puis, tu viens de te différencier. Parce que ton souterrain va se louer plus cher. Si tu veux faire une revente aussi, t'es tout seul dans le secteur à l'avoir. Mais t'es-tu rentable? Parce le taux locatif, c'est vraiment là que moi je suis comme le terrain est correct, le prix de 2 millions est correct, le 168 logements est correct. Je veux dire, même si tu payais 1,5 million sur un projet de cette envergure-là, on parle quand même de 34 millions. Fait que
c'est quoi 500 000 sur 34 millions? C'est un peu ça aussi. Là, c'est pas... c'est quoi? C'est 1,5%. Fait que techniquement, si tu fais pas le projet pour ça, mais oui, tu peux aller le densifier une deuxième fois. Est-ce que la ville va bien recevoir ça après avoir déjà travaillé pour... avec la firme d'urbanisme en place pour faire ça? Ça va-tu être bien reçu parce que il faut que tu recommences un peu le travail finalement. Là, oui, tu reprends la balle, mais tu recommences le travail. Je pense pas que j'irai en densification. Je pense que je presserai le citron le plus possible avec la balance de prix de vente. J'irai chercher une genre de balance de prix de vente en deuxième rang ou quelque chose comme ça. Là, parce que souvent dans le terrain, ils vont vouloir te mettre un premier rang, mais ça ne sert absolument à rien. Même si c'est une balance de prix de vente 2 millions sur 2 millions en premier rang à 5% ou whatever, mais ta banque, elle se place où? Ton prêteur privé, il se place où? Ça sert à rien. T'sais. Fait que moi, je fais des suivis quand même serrés avec Jeff. Je m'assurais de voir, comme pour être sûr que tout est beau. Pour rentrer dans un projet comme ça, tu peux déjà, je pense, prendre le projet puis commencer à faire peut-être un petit tour subtilement de prêteurs privés potentiels. Parce que ça, c'est une autre affaire. Tu sais, à un moment donné, quand tu passes à l'action, wow, tu as une preuve de fond à montrer. Ensuite de ça, il faut que tu passes à l'action. Faut que tu aies ton prêteur qui est en place. Faut que les fonds soient là. Faut que la structure soit créée. Faut que c'est qui la solidité des partenaires. C'est qui embarque avec vous. C'est quoi votre expérience, votre track record. Oui, le prêteur privé est plus cow-boy, mais il va demander ton track record. Il va demander quand même beaucoup de choses. Pour financer le terrain, ils font quand même bien leur devoir aussi. Fait que moi, j'irais de même. Je ferais des suivis agressifs avec Jeff. Je commencerais, comme, quitte à faire une petite présentation d'une quinzaine de pages ou une douzaine de pages, un petit peu votre portfolio. C'est qui Joe, c'est qui Kev. Une petite présentation. Le projet, tu prends les print screens de ça. Tu prends un petit peu les milestones, tu fais un sommaire des milestones financiers. Mettons, on pense livrer 3 immeubles en ça, puis une coupe de facts and figures, peut-être plus haut niveau. Puis là, tu commences à faire le tour d'investisseurs, de personnes. Puis tu sais, ce qui est le fun dans l'immobilier résidentiel multilogement neuf, c'est que des propriétaires d'entreprises, souvent, comme investisseurs passifs, peuvent être vraiment intéressés par ça. Versus faire du used où c'est comme, ouais, ok, c'est un immeuble, il est dégueulasse, je suis pas sûr que je vais investir là-dedans. Oui, mais tu vois pas le potentiel, il va vraiment valoir plus cher. Il est comme, ouais, mais Chris, ça a l'air une dompe. Là, il investit pas. Mais du terrain, avec des bons rendus visuels 2D, 3D, des fois, ça coûte, je sais pas, peut-être 5-10 000, mettons 10 000. Mais avec des belles présentations, des beaux rendus visuels, des fois, les gars sont comme, Chris, j'aimerais être propriétaire d'un immeuble neuf. Colin, c'est le fun. Là. Moi, je vais passer là avec mes enfants et je vais dire ça m'appartient. Fait que, des fois, de peut-être commencer à faire tenter un peu le terrain des investisseurs dans votre réseau. Il y en a qui sont intéressés à faire de quoi parce qu'on avait peut-être un terrain potentiel. Puis, ça va donner du momentum à vous deux. Ça va peut-être définir davantage vos tâches. Puis, peut-être que vous allez avoir du momentum. Puis, finalement, il y a du monde qui vont faire comme, Chris, on a trouvé une couple de personnes qui seraient prêtes peut-être même à cacher le terrain avec nous, whatever, puis là, vous allez faire comme, wow, OK, on va peut-être s'activer pour trouver d'autres terrains parce qu'on pensait pas qu'il y avait d'appétit comme ça pour du neuf. Parce que le neuf est sexy. Il y a rien de plus sexy qu'un immeuble neuf. Tu as 5 ans pour changer les loyers. Tu as une gestion des déficiences qui est faite dès le début. Tu choisis tes locataires avec tes enquêtes de crédit, des affaires de même vraiment plus solides. C'est ça. C'est le nerf de la guerre. Cash is king. Tu peux pas mettre une preuve de fond dans 5 mois. Le vendeur va dire, t'es-tu sérieux ou t'es pas sérieux? Fait que souvent, laisse le dépôt rapidement, trouve la preuve de fond, puis t'es sérieux. Fait que souvent, 9 fois sur 10, tu vas pousser 1 ou 2 fois le due diligence à travers le temps. Parce que le gars, il sait que t'es capable d'acheter le terrain. Fait qu'il est comme, c'est correct, prends 2-3 mois de plus pour faire tes études de grenouilles, des affaires de même. Et anyway, tu m'as montré que t'étais capable de m'acheter. Versus l'inverse, où il y a des gars qui font comme, je vais mettre un petit due diligence, mais genre la preuve de fond dans 3 mois, ça passe pas. Le vendeur va dire, comme, t'es cassé, tasse-toi. Ouais. Je le vois beaucoup dans le marché, là, tu sais. Puis c'est pour ça qu'il y a moins de flippers de PA de terrain que d'immeubles ou autres, parce que
t'achètes un terrain à 1 million, on monte après de mise de fonds, t'es comme, ouais, ok, blablabla. Il y en a pas tant que ça, là, des prêteurs privés qui vont dire comme, ben oui, tu sais, voici ta lettre, donne-moi 1000$, puis, tu sais, sac ton camp, tu sais, c'est pas une game de même, tu sais, t'as le gros qui va arriver à côté, il va montrer son statement de 2 millions, il va dire, ouais, moi, ça fait 25 ans, je fais ça, c'est Roger. Le vendeur va être comme, prends ton temps. Salut, Roger. Salut, Roger, exact. Ouais, c'est ça, dans le fond. Si on fait semblant un peu, ce que c'est que la plupart des projets qu'on pense super bon, de continuer à faire nos devoirs pareil, parce que moi, personnellement, j'ai fait les 3 derniers projets avec un prêteur privé, j'en ai un en parlant, mais pas dans cette ampleur-là. Puis ça donne justement un bon contact de ton marché. Tu parlais de tantôt, tu connais les deux. On en connaît des gens, mais c'est clair que c'est pas très demain matin les appeler et dire hey, faudrait qu'on fasse la preuve de fond pour un terrain sans logement. Il me reste un bout à faire. Mais ma question que je voulais poser, c'est que grosso modo, les projets de, mettons, 20 à 150 logements de même en 3 briques, on va toujours à peu près les cruncher, ils vendent selon la lecture du marché actuel. Ben, en ce moment. Sauf que en ce moment, ce qui se passe, c'est que 2023 va être une année où il y a des gros builders qui ont acheté beaucoup de terrain pendant la pandémie, sont comme pas pognés avec, mais tu sais, ils ralentissent la construction à cause des coûts puis des chantiers qui font pas de sens. Puis il y a quand même des vendeurs de terrain. Fait que là, les terrains vont commencer à être un petit peu plus abordables en 2023. Les valeurs de terrain vont diminuer. Mais comme souvent, ça prend 1 à 2 ans avant de faire quoi que ce soit dans le terrain, c'est l'année pour acheter du terrain. Parce que ce projet-là, de toute façon, là, tu ne mettras pas une pelle avant 1 an, 1 an et demi. Là. Même si la ville est fucking excitée puis elle met à jour tout ça, là, ça va prendre du temps, ça va faire ci. Fait que si tu mets une pelle dans 1 an et demi, et tu calcules, mettons, 4 à 6 mois pour ton replex, tu livres dans 2 ans. Fait que ton refinancement, dans le fond, là, ton take-out de ton bridge de construction, il est dans 2 ans. Fait que, tu sais, aujourd'hui, tu me dirais, je sors de ma construction que je fais depuis 6, 8, 10 mois, je te dirais, asti, t'es dans la merde, reste sur ton bridge pendant 1 an, attends que les taux se calment un petit peu, puis qu'on ait peut-être une baisse de 0,25, 0,50, puis refinance pendant 1 an, puis refinance quand les taux vont avoir redescendu avec SCHL, puis APH-Select, puis 50 ans, puis ci, puis ça. Puis tu sais, moi, je ferais vraiment mes modélisations, exemple avec un gars comme Phil Foisy ou whatever, avec la PH-Select, et il y a beaucoup de monde avec qui j'ai parlé qui sont très actifs depuis 1 an, qui ont réussi à aller chercher le 40% d'augmentation énergétique par rapport au code sans que ça coûte une fortune. Zéro abordable, zéro accessible. Ils ont targeté le 40%. Ça fait 3 immeubles qui font comme ça. Il y avait même des immeubles qui étaient rendus à 80% de fini, de construit. Puis ils ont réussi à faire du fine-tuning pour aller chercher le 40%. Fait moi, c'est un filon que j'irais chercher. Tu as ton 50 ans d'amortissement, ton ratio de couverture de dette de 1,1. Je le modéliserai avec ça, parce que tu n'as pas le choix. Puis je regarderai ça. Mais c'est ça qui est le fun dans le terrain. Tu sais, c'est que si tu fais un projet d'optimisation, tu fais ta promesse d'achat, tu t'achètes dans 3 mois, tu amènes ton équipe, tu amènes tes affaires, tu connais tes coûts, tu sors tout le monde, ça prend 6 mois, 8 mois, puis tu refinances. Tu peux faire ça dans une belle année, puis avoir un bon coup de circuit, mais tu vas être quand même dans des taux d'intérêt qui sont quand même élevés, puis faut que tu sortes ton privé, puis tu vas peut-être te prendre un terme d'1 an. Mais ce qui est le fun dans le terrain, c'est que c'est pas le fun parce que c'est long, mais c'est le fun parce que c'est long. Là, il y a plein de monde qui ont arrêté d'acheter des terrains. Fait que c'est le temps d'acheter des terrains parce que les vendeurs vont être fucking négociables. Puis de toute façon, ton terrain, tu le mets pas au marché avant 2 ans minimum. Fait que si tu achètes un terrain dans 6 mois, tu le mets au marché dans 2 ans et demi. Dans 2 ans et demi, je suis sûr à 99,9%, les taux vont être plus bas. Tu sais, c'est sûr. Là, on atteint ça. Les maisons vont commencer à chuter. Puis c'est difficile en ce moment d'acheter une maison. Tu sais, comme je t'expliquais, à 400 000, c'est peut-être une maison de 600 000 il y a 8-10 mois, mais cette personne-là va rester plus longtemps locataire. Maintenant, on est en pénurie de main-d'œuvre. Qu'est-ce qu'on fait en pénurie de main-d'œuvre? On ouvre les balles sur l'immigration. L'immigration, c'est quoi? C'est 9 personnes sur 10 ou même 9,9 personnes sur 10 qui vont devenir locataires. Fait qu'ils vont arriver, ils vont prendre des logements à 1000$, ils vont faire une pression sur la demande locative. Tu sais, la demande va être plus élevée. Fait que, tu sais, plus d'immigration, hausse des taux pour les premiers acheteurs,
baby boomers qui retournent dans peut-être plus du locatif. On a un beau cocktail pour avoir une absorption incroyable en 2024-2025 de logements, puis il n'y a rien de plus attrayant pour un locataire que du neuf. Un bon locataire, on s'entend. Fait que, tu sais, moi, tout ce qui est terrain 2023, j'en ai plein les bras en ce moment parce qu'on a négocié une coupe, mais c'est une belle année d'opportunité. Tu sais, je fais juste une parenthèse. Je me suis fait offrir un terrain il y a 5 mois à 5 fois. Je pense que c'était 300 ou 400 portes ou whatever. Okay? Puis il était 10 millions, puis je disais, hey, même trop cher ton terrain, moi je te l'achèterais pour 6, 7, whatever. Ben le gars, il me rappelle, puis il y a un mois, puis il me dit, ouais, finalement, le terrain, il est encore en vente. Je dis, ouais, mais là, il est rendu à 3-4. Puis il dit, on est prêt à écouter. Ben c'est groupe sélection, est-ce que le terrain? Fait que tu sais, puis lui, il y a un syndic de faillite, fait qu'il est comme, je m'en fous, là, tu sais, je vais le laisser partir pour 10 cents dans la pièce. Puis tu sais, sélection, c'en est un. Hier, il y en a un autre qui est sorti, ça Rive-Sud de Montréal. Puis là, ça commence. Puis là, ça commence, puis les 6 prochains mois, ça va être ça. Fait que ces gars-là, ils ont des comptes à rendre, ils ont des ci, ils ont des ça. Fait que automatiquement, il va y avoir des opportunités incroyables dans le terrain. Puis ils vont être à construire quand les taux vont faire du sens. Mais tu sais, la façon dont je vois ça aussi, il va y avoir, comme tu dis, il y a ceux qui vont être dans la il y a aussi ceux qui vont se concentrer sur nos plus gros projets, qui vont vendre les petits et moyens, qui vont tomber peut-être plus d'un temps dans nos Joe. Exact. Parce que, évidemment, nous autres, on ne va pas commencer. On va commencer petit. Ça nous turn it off de dire on commence avec un 6 logements, puis anyway, ça prend un an, puis on n'a pas de bagage de construction neuve, en même temps, on l'a comme plus comme tierce partie qui est comme. Ben oui, puis tu sais. On commence avec une certaine grosseur, on n'ira pas dans une construction de béton de 80. Non. On n'aura pas le portfolio, on n'aura pas la crédibilité au niveau des créateurs. T'as un bon point, puis tu sais, faire un 6 ou en faire 21, t'as pas le même poids à la ville. Tu passes quand même à travers beaucoup de processus, tu sais, c'est sûr que c'est plus intense puis c'est plus coûteux. Tu sais, dis-toi une affaire aussi, tu sais, embarquer des investisseurs pour un Ciplex, c'est pas dire fuck that, on va le faire nous-mêmes avec nos propres fonds. Tu sais, ça fait pas de sens. Fait que le fait d'avoir un plus gros projet aussi, ben tu sais, c'est après ça, ben tu sais, ça t'ouvre à une belle structure de partenariat, ça t'ouvre avec exemple, tu sais, des médecins ou des personnes dans ton environnement qui sont propriétaires d'entreprise, il y a un petit 500 qui traîne, blablabla, ok, cool, ben tu sais, je vais te donner des parts, puis tu sais, soyez pas greedy dans les parts dans le développement de terrain parce que c'est excessivement difficile comme game. C'est cash flow intensif, tu fais juste sortir du cash. Puis tu sais, probablement que il faut que tu planifies avec tes investisseurs aussi des réinjections. Puis il faut que tu planifies aussi que il y a beaucoup de soft costs, puis il faut qu'ils comprennent la game du développement de terrain. Mais c'est plus payant. À long terme, c'est plus payant. Changer un zonage, optimiser un zonage, c'est bien plus payant. C'est carrément. Je veux dire, juste ce terrain-là, d'après moi, c'est du simple au double. Ouais. J'ai pas vu le registre foncier, mais je suis pas mal sûr que c'est ça. Là. À 2 millions, c'est du simple au double. Fait que, en 12 mois, mettons. Là, fait que c'est une belle passe. Je pense que le gars, il a coûté 1 million, tu veux dire? Ouais, je pense même pas qu'au total, ça a coûté ça. Puis tu sais, c'est la game du terrain. Là. Ça a été 900 quelques mille de terrain il y a genre 6 mois. Là. C'est ça. Tu sais, c'est la game du terrain, ça fait chier. Tu sais, comme moi, il y a un terrain qu'on négocie, puis après moi... En 6 mois, le terrain va avoir pris 60%. À cause du zonage, à cause d'acceptation, à cause de ci, à cause de ça. Puis, promesse de... La valeur est là aussi. La valeur est dans le terrain. Puis, tu sais, la façon que moi, je d'un coup développer aussi, c'est pas d'économiser ou de pirater ou de trouver une façon de sauver une pièce sur un vêtement extérieur pour faire un 6 logements. C'est pour ça que dans le fond, on se réveillera pas le matin, on ne pas excité de faire ça. Non, c'est ça. Tu vas avoir une signature, tu vas avoir une signature, tu vas avoir quelque chose, puis c'est un peu ça, là, différencier. C'est pour ça que je vous dis, l'avantage que vous avez, c'est pour avoir vu d'autres municipalités un peu partout au Québec avec un petit peu ce profil-là. C'est rare que tu aies des acteurs locaux qui poussent les valeurs en agressif. Il n'y a pas besoin. Ils louent, ils font leurs chiffres, ils roulent ça, puis même s'ils laissent des billes là-dedans, ils s'en torchent. C'est souvent 3-4 chums entrepreneurs généraux, une excavation, un autre qui a 30 gars, un autre qui a ci, un autre qui a ça fait 25 ans qu'ils roulent leur boss, font des 6, font des 12, puis ils roulent le cash à travers le temps, puis c'est souvent ça, là, on en voit souvent dans... C'est un profil qui... Tu sais, les gars, ils
ils valent peut-être 7, 8, 10 millions. Ils roulent ça à travers le temps, ils ont fait un peu de sous, ça, des belles années payantes, puis ils roulent là-dessus, mais c'est pas un préjugé que je veux dire, mais ils n'ont pas la sophistication qu'on a dans le marché. T'sais. Quand tu arrives dans une ville, tu es articulé, tu montres une vision, tu as ton architecte, tu as ton urbaniste, il y a 30-35 ans, il y a l'expérience du gars de 55, mais il est plus jeune, il se présente un petit peu mieux, il amène des idées nouvelles, il a voyagé un petit peu en Europe, là, il amène des matériaux durables, des ci, des ça. Les villes sont très sensibles à ça comme discours. Puis les projets de densification, ben, tu peux plus densifier avec des discours de même. Puis même au niveau des investisseurs, il n'y a pas un investisseur qui est comme, ben, moi j'aimerais ça faire partie d'un immeuble rectangulaire brun. Ça se vend pas aussi bien que genre, nous on a une vision à long terme de redévelopper le patrimoine bâti du Québec, puis d'amener des innovations comme à travers l'entreprise de Joe Woods, nous, on est des innovateurs, on a des panneaux en bois naturel avec un niveau d'acoustique intéressant. Puis, ça change. Mais bref, moi, je trouve que c'est un beau projet. Le prix fait du sens. La ville, de ce que j'ai lu et de ce que tu m'as envoyé aussi, Kev, est vraiment pro-développement. Mais il n'y en a pas vraiment d'autres. Votre compétition, c'est pas Laurier Station, c'est Saint-Apollinaire, on s'entend. Vous voulez garder la main-d'œuvre de Laurier Station qui peut-être en ce moment va louer à Saint-Apollinaire. Fait que c'est l'enjeu. Les valeurs locatives, pensez peut-être à un concept avec électroménager des affaires le même, Internet incluse. C'est vraiment les valeurs locatives qui vont driver le show parce que tu peux pas contrôler. À 17-18 000 la porte avec infrastructure flambant neuve, je vous dis, même si vous êtes à 10-12 000, c'est pas le 5 000 qui va faire la différence. C'est ta performance locative. T'as-tu été chercher 50 $ de plus par mois que ta compétition avec des services égaux? Puis si la réponse est oui, ben tu viens de trouver ta rentabilité. Elle est là, dans le fond. Puis une sophistication financière, comme je te dis, avec des analyses, par exemple, avec un gars comme Phil ou whatever, qui peut vraiment te modéliser à travers le temps, ta réserve d'intérêt, ton ci, ton ça, tes coûts d'infrastructure, ta dette, puis ce serait quoi un nombre de parts qui serait enviable pour mettons, un investisseur externe, pour. C'était comme ma prochaine question. Justement, tu parlais justement sur les pas mettons, tu pognes 4 médecins, finalement, 4 professionnels, ils tournent tous 400 000 chaque, 1,6 million. Là, tu te dis, bon, comment justement se répartit ces parts-là? Comment tu... On se base sur quoi? Ben, ça dépend. Il y en a qui vont être juste attachés aux parts. Il y en a d'autres qui vont être attachés au taux de rendement interne. Ça va vraiment dépendre. Mais nous, dans un quand même gros projet, c'était genre 95% de la mise de fonds pour genre 75% des parts. Exemple. Mettons, on a 25 et 75. C'est très, très sommairement. Eux autres, c'est 95% du cash, mais c'est 60% propriétaires, mais seulement 100% passif. Exact. Puis, c'est sûr que dans des... si vous faites la construction après ça, il y a un frais. Si vous faites le développement, vous pouvez aller chercher un 5%, mettons, de développement. Sur le coût total, il y a des façons de modéliser. Vous pouvez aussi aller avec moins de parts au début, mais si le profit est plus que X, c'est 50-50. Comme je donne juste un exemple, puis je sais pas si c'est tant connu dans le marché, mais exemple, il y a une grosse firme de Montréal qui sont partis il y a une couple d'années, puis les gars sont partis à 95,5, ils ont 5% de parts. Puis ils ont genre 5% de frais de gestion, Mais en l'espace de quelques années, ils ont sécurisé pour genre 400-500 millions de terrains, Puis en genre 2 ans, les terrains valent genre 700-800 millions. Fait que ils ont été chercher 5%, mais 300 millions de profit. C'est 15 millions en 2 ans, Puis ça a fait tourner à vous. Puis après ça, t'as des fonds institutionnels qui embarquent avec toi. Fait que ça dépend ce que tu veux, Si tu veux te faire chier puis faire le tour du bord, vas-y avec un 50-50. Tu vas te faire chier, puis tu vas avoir peut-être, à moins que tu aies vraiment, vraiment du monde, puis un excellent projet qui te donne un bon rendement, à 50%, je vais dire à tes investisseurs, va faire du prêt privé.
c'est moins risqué, t'embarqueras pas en équité, tu mettras pas tes couilles sur la table pour cautionner le projet. C'est un peu différent. 75-25, moi je trouve que c'est un beau threshold. T'sais, quand tu mets 100% de l'argent, tu peux pas juste avoir la moitié des mains sur le volant. T'sais. C'est un peu ça aussi. Fait que ça, c'est moi personnellement. Je veux pas couper sur le... Ah, t'as l'inspection, toi, c'était à 10 ans. Exact, et c'est pas pertinent, puis c'est sûr qu'on va avoir besoin de toi dans la nature des choses à 100%, juste pour respecter le temps, respecter ensemble. Ouais, excuse-moi. Juste, mettons, demain, on avait prévu voir la ville de Laurier, c'est toujours dans le planning, on veut y aller par les dents, continuer, peu importe la situation de l'autre acheteur. En une minute ou deux, tu as 2-3 guidelines sur qu'est-ce qu'on devrait emmener comme attitude, question, démarche. Oui, ben tu sais, c'est quoi la vision de la ville par rapport au projet qui a été présenté, premièrement. Tu sais, je peux t'envoyer une liste de questions aussi par email par la suite. Ça pourrait être ça. C'est-tu accepté c'est-tu accepté au CCU? Y a-tu un potentiel congé de taxe pour 5 ans, étant donné que c'est le plus gros projet de Laurier Station? Y a-tu des subventions disponibles pour ce type de projet-là, blablabla, tu sais, pour des fois à des organismes locaux? C'est quoi le plan de match et les chantiers de la ville concernant la mise à jour des infras? Oui, ils ont fait un plan directeur, oui, ils ont fait ci, oui, ils ont fait ça, mais tu sais, sont-ils capables de donner des thresholds, genre ça va se faire dans 3 mois, ou dans 6, ou dans 8, ou dans 12, tu sais? C'est une planification stratégique à faire, tu sais. Fait que de toute façon, je peux t'envoyer peut-être une série d'une dizaine de questions pour, tu sais, aligner votre discussion avec la ville, puis voir un petit peu, tu sais, où est-ce que ça s'en va, tout ça. Puis, même si c'est pas ce projet-là, au moins, ça crée du momentum avec les villes. C'est exactement ça. Qu'on a le goût de faire, on travaille plus petite municipalité. Puis vous seriez surpris de voir comment, maintenant, je rentre des fois dans des services d'urbanisme, ils me connaissent pas, puis j'ai le directeur d'urbanisme pendant 1 heure devant moi. À ce point-là. Puis le monde, ça rentre pas compte. Dans un autre temps, j'aimerais ça que tu me donnes un petit peu des lumières là-dessus. Parce que veux pas en allant dans les plus petites municipalités, nécessairement, on va emmener un peu dans notre prospection. On va pas se concentrer juste sur Laurier et s'arrêter là, parce que les terrains n'en viennent pas tous les semaines. Peut-être nous donner un peu des guidelines sur comment tu fais une idée assez rapide de la municipalité, autre que en donnant des mandats d'évaluation d'externe, mais tu sais, on est en courant. Encore une fois, merci beaucoup, je veux respecter le temps, fait que on est trop. Excellent, oui, bonne inspection. Puis je vais t'envoyer ça, là, je vais vous envoyer ça par email, une série de questions que je verrai à la ville qui seraient intéressantes à poser. Cool. Bon, excellent. J'arrive, la première fois qu'on se rencontre, on fait ça, pas FaceTime, mais un peu style Google Meet. Mais c'était plaisir. Merci pour ton aide là-dedans. J'espère qu'on va avoir l'occasion de se serrer à la pince et de Ben oui, absolument. Je dis ça de même, là, mais je travaille demain, je travaille sur des gros projets avec des panneaux de ciment. Je travaille pour faire des finitions de douche. OK. Je travaille des gros projets, je travaille avec des MA, en fait, Pierre Ferme, en fait, que je ferais probablement un gros investissement à Québec. Je fais pas mal l'ensemble de ces projets, l'ensemble de toutes ces douches. J'ai fait son projet ici au WOW, 325 unités, j'ai fait son 285 unités, le petit vin à Beauport. Je travaille sur son unité, le luxe à Ottawa. Fait que si tu veux qu'on se parle de ça un peu des solutions innovantes, on parlait de donner de la valeur, d'offrir des choses différentes. Mes panneaux de fil de ciment, c'est des panneaux qui sont préfinis. Ça vient remplacer en fait la céramique, plus facile d'entretien, donc tout ce qui vient avec. Fait que si tu veux qu'on aille un peu plus loin là-dedans, ça peut t'intéresser, là, je suis un boss pour faire un petit peu plus. Excellent, Joe. Merci beaucoup, les boys. Puis je vous envoie l'email, là, sous peu. Merci. Excellent. Merci. Bye.